Ayant appris que l'appartement ne serait pas partagé en cas de divorce, mon mari et ma belle-mère m'ont emmené dans la forêt, puis m'ont jeté hors de la voiture par grand froid et m'ont battu. Après cela, ils sont allés dans un bar et, en rentrant chez eux le matin, ils sont restés figés par ce qu'ils ont vu. Et avant de commencer, je vous demanderai de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Merci et bonne écoute. Le froid. Un froid si pénétrant qu'il semblait s'infiltrer directement dans les os, jusque dans l'âme même. Catherine était étendue dans la neige, fixant le ciel d'hiver noir, constellé d'étoiles indifférentes, et elle ne pouvait pas bouger. Ses lèvres étaient engourdies, ses doigts avaient depuis longtemps perdu toute sensation, et quelque part dans sa poitrine se répandait une douleur sourde et pulsatile. Les feux rouges de la voiture s'étaient depuis longtemps dissous dans l'obscurité entre les arbres, et désormais seul le silence l'entourait. Ce silence particulier, feutré, de la forêt hivernale, qui peut être plus effrayant que n'importe quel cri. Comment ai-je pu me retrouver ici? Cette pensée battait dans sa tête comme un oiseau en cage. Mais Catherine connaissait la réponse. Elle la connaissait trop bien. Et tandis que le froid enserrait lentement son corps, elle se souvenait. Elle se souvenait de tout, depuis le tout début. Il y a 5 ans, Catherine avait 24 ans. Elle travaillait comme comptable dans une petite entreprise de construction, louait une minuscule chambre dans un vieil immeuble à la périphérie de la ville et rêvait d'une vie normale et paisible. D'un chez-soi, d'une famille, d'un mari qui l'aimerait et prendrait soin d'elle. Des rêves simples, comme en ont des millions de jeunes femmes de son âge. Catherine ne parlait jamais de sa famille à ses connaissances. Non pas par honte, au contraire, elle était fière de ses parents, mais elle ne voulait pas que les gens la traitent différemment. Son père, Robert Harrison, occupait un poste important au parquet du district. Sa mère, Linda, avait travaillé toute sa vie comme professeur d'anglais et de littérature. Une famille intelligente et ordinaire, si l'on ne tenait pas compte de la fonction de son père. « Ma chérie, viens donc vivre chez nous », disait sa mère lors de rares dîners familiaux, quand son père rentrait plus tôt que d'habitude. « Pourquoi te faut-il cette chambre avec des voisins alcooliques? Ta chambre est vide, elle t'attend. »« Maman, j'ai 24 ans. Je suis une adulte. Je veux vivre de manière indépendante, » répondait obstinément Catherine en se servant une nouvelle portion de choux farcis de sa mère. Robert, lors de ces conversations, restait généralement silencieux, mais au fond de lui il était fier de sa fille. Elle avait grandi sans être gâtée, sans caprice, sans l'habitude de se cacher derrière le dos des autres. Elle aurait pu obtenir un poste confortable grâce à la recommandation de son père et vivre sans souci, mais non. Elle avait choisi de se frayer un chemin seule, en partant de rien. Du caractère. Un vrai caractère. Certes, parfois cette indépendance frôlait l'entêtement irréfléchi, et son père le voyait bien. Catherine faisait partie de ces personnes qui préfèrent se briser plutôt que plier. Cette qualité pouvait être une force comme une faiblesse, selon les circonstances. Marcus Crawford est apparu dans sa vie par hasard, comme cela arrive souvent avec les personnes qui bouleversent ensuite tout de fond en comble. Ils se sont heurtés dans le supermarché près de chez Catherine. Littéralement heurtés. Elle n'avait pas remarqué le grand brun avec son panier et lui était rentré dedans au détour d'une allée. Oh, pardon. Elle leva les yeux et resta figée. Marcus était beau d'une beauté particulière, un peu prédatrice, qui rend folle les jeunes filles inexpérimentées. Des yeux sombres voilés, un menton volontaire, une fossette sur la joue gauche quand il souriait. Et il souriait souvent, avec charme, de façon engageante, donnant envie de lui répondre par un sourire. Ce n'est rien, la regarda-t-il avec une légère moquerie, mais sans méchanceté. Vous ne vous êtes pas fait mal? Je suis un peu comme un char d'assaut, je peux renverser quelqu'un sans le vouloir. Non, non, tout va bien. Catherine sentait ses joues rougir. Ils discutèrent directement devant le rayon des pâtes. Marcus travaillait comme manager dans une concession automobile, aimait le football, rêvait d'ouvrir un jour sa propre affaire, un lavage auto ou un centre de pneus. Il parlait avec aisance, assurance, avec cette pression particulière que Catherine avait alors prise pour de la force de caractère et de la détermination. « Et vous, que faites-vous dans la vie » demanda-t-il alors qu'il faisait déjà la queue à la caisse. « Comptable. Dans une entreprise de construction. » Ça doit paraître ennuyeux. Mais non, pourquoi ennuyeux? Compter l'argent, c'est important. Sans comptable, aucune entreprise ne survit. Catherine apprécia qu'il ne fasse pas la grimace, qu'il ne plaisante pas sur un travail ennuyeux. Beaucoup de garçons, en apprenant sa profession, perdaient tout intérêt. Lui, non. « Je peux avoir votre numéro » demanda Marcus en sortant du magasin. « J'aimerais vous inviter à prendre un café. Ou à dîner, où vous voudrez. » Catherine lui donna son numéro. Et ne le regretta pas. Du moins, c'est ce qu'elle pensait alors.
Leur premier rendez-vous eut lieu dans un petit restaurant italien du centre-ville. Marcus se montra galant, il tira la chaise, tendit le menu, passa lui-même la commande après s'être concerté avec elle. Il racontait des histoires amusantes de son travail, s'intéressait à sa vie, écoutait attentivement ses réponses. Catherine se sentait comme une princesse de conte de fées. « Et tes parents, ils font quoi » demanda-t-il en passant, quand on apporta le dessert. Catherine hésita. Elle n'aimait pas cette question. Maman est professeure. Papa. Papa travaille dans la fonction publique. Un fonctionnaire. Oh, vraiment ? Marcus s'intéressa. Dans quel domaine ? Oh, un peu de paperasse. Un travail ennuyeux. Elle tenta de changer de sujet. Et les tiens ? Marcus s'assombrit. Je ne connais pas mon père. Il est parti quand j'avais 2 ans. Ma mère m'a élevé seule. Elle vit maintenant à Clagenfurt. C'est une petite ville à 150 km d'ici. Elle travaillait dans une usine textile jusqu'à sa fermeture. Maintenant, elle est à la retraite. Ça a dû être difficile. Ça allait, on s'en est sorti. Ma mère est une battante. Il sourit, mais quelque chose de dur passa dans son regard. C'est elle qui m'a tout appris. À me défendre, à me faire une place dans la vie. J'ai grandi sans père et je ne me suis pas perdu. Catherine hocha la tête, emplie de compassion. Un pauvre garçon, grandi sans père. Une mère forte, qui avait porté seule la famille. Cela inspirait le respect. Elle ne fit alors pas attention à un détail. Quand Marcus parlait de sa mère, il y avait dans sa voix non seulement de l'amour, mais une sorte d'adoration maladive. Comme si sa mère n'était pas simplement une proche, mais une divinité à laquelle on ne pouvait s'opposer. Une semaine plus tard, ils se fréquentaient officiellement. 1 mois plus tard, Marcus dit pour la première fois « Je t'aime ». 3 mois plus tard, il la demanda en mariage. Catherine était au 7e ciel. La bague n'était pas chère. Un fin anneau d'argent avec une minuscule pierre, mais Catherine la trouva la plus belle du monde. Marcus la lui offrit de façon romantique. Sur le toit d'un immeuble, où ils étaient montés de nuit pour regarder les étoiles. Il se mit à genoux, comme dans un film. « Catherine, je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, mais je sens que tu es celle qu'il me faut, mon destin. Épouse-moi. » Elle dit bien sûr oui. Comment aurait-elle pu refuser un tel homme ? Beau, attentionné, avec des rêves et des projets d'avenir. Catherine croyait qu'ensemble ils construiraient une vie heureuse. Quand elle annonça ses fiançailles à ses parents, la réaction fut mitigée. Sa mère se réjouit, quoique avec des réserves. Son père resta silencieux plus longtemps que d'habitude. « Ne te presses-tu pas un peu, ma fille » demanda-t-il prudemment quand sa mère sortit à la cuisine pour préparer le thé. 3 mois. C'est très peu pour connaître quelqu'un. Papa, je l'aime, et il m'aime. Ça suffit. L'amour, c'est bien. Mais le mariage, ce n'est pas que l'amour. C'est le quotidien, l'argent, les compromis. Es-tu sûr de connaître ce garçon assez bien ? Oui, j'en suis sûr. Robert soupira. En 30 ans de carrière au parquet, il avait vu tant de gens et appris à les lire à livre ouvert. Chez Marcus, quelque chose heurtait son intuition, une certaine fausseté dans le sourire, une théâtralité dans les gestes. Mais il n'y avait pas de raison concrète de s'inquiéter. Le garçon était poli, prévenant, il travaillait. Peut-être le père était-il simplement trop soupçonneux ? Une déformation professionnelle, rien de plus. On voit des criminels même là où il n'y en a pas, d'accord, dit-il finalement. Tu es adulte, tu décides. Mais quoi qu'il arrive, ta mère et moi sommes toujours là. N'oublie pas, merci, papa. Catherine serra son père dans ses bras, sans remarquer l'inquiétude dans ses yeux. Elle était trop heureuse pour prêter attention à de tels détails. Linda se montra plus pragmatique. Où allez-vous vivre après le mariage ? Demanda-t-elle à sa fille quelques jours plus tard. Marcus a un appartement ? Non, il loue une chambre, comme moi, mais on trouvera une solution. Peut-être louer un appartement plus grand ou prendre un crédit immobilier. La mère échangea un regard avec le père. Ils économisaient depuis longtemps, mettaient de côté une partie de chaque salaire, renonçaient aux vacances à l'étranger, économisaient sur tout sauf l'essentiel. À l'origine, ils prévoyaient d'aider leur fille pour l'apport d'un prêt immobilier. Mais en voyant maintenant ses yeux brillants, la décision se prit d'elle-même. Catherine, dit sa mère quelques jours plus tard, ton père et moi avons réfléchi. Nous voulons vous faire, à Marcus et à toi, un cadeau de mariage. Quel cadeau ? Un appartement. Catherine fixa sa mère, n'en croyant pas ses oreilles.
Maman, mais... C'est énorme. Où avez-vous trouvé l'argent? Nous avons économisé. Pendant des années. Pour ton avenir. Il y a justement un bel appartement de 2 pièces à vendre dans un immeuble récent, pas loin du centre. Nous l'avons déjà vu. Bon quartier, cour calme, un parc à côté. Tu aimeras. Catherine se jeta dans les bras de sa mère, les larmes aux yeux. Merci. Merci. Je ne sais même pas quoi dire. Ne me remercie pas trop vite. Sa mère se recula doucement et regarda sa fille dans les yeux. Il y a une condition. Laquelle? Linda se tut un instant, cherchant ses mots. L'appartement sera à mon nom. Officiellement, sur les documents. Mais pourquoi? Parce que je suis ta mère et que je veux te protéger. Sa mère parlait calmement, mais fermement. On ne sait jamais ce que la vie réserve, Catherine. Les gens changent, les circonstances changent. Aujourd'hui vous vous aimez, et demain. Elle ne termina pas sa phrase. Vous vivrez dans cet appartement aussi longtemps que vous voudrez. Personne ne vous mettra dehors, je te le promets. Mais les papiers resteront à mon nom. Un jour, dans de nombreuses années, quand je serai sûr que tout va bien pour vous, je te le transférerai. En attendant, ce sera ainsi. Catherine fronça les sourcils. Quelque chose lui semblait incorrect, malhonnête. Comme si sa mère ne faisait pas confiance à son futur mari à l'avance. On dirait une tromperie, dit-elle. Ce n'est pas une tromperie, c'est une précaution. Linda prit la main de sa fille. Crois-moi, j'ai assez vécu pour savoir. Mieux vaut être prudente. Je ne dis pas que Marcus est un mauvais homme. Mais les gens sont différents. Et quand il est question d'argent, d'immobilier. Elle secoua la tête. Je veux simplement que tu sois protégé. Quoi qu'il arrive. Et que dire à Marcus? Rien. Qu'il pense que c'est votre appartement commun, acheté avec un cadeau de mariage. Il n'a pas besoin de connaître les détails. Catherine hésitait. D'un côté, cela lui semblait mal de commencer une vie de famille avec un secret. De l'autre, sa mère voulait le mieux pour elle. Elle n'était ni méchante ni intrigante, simplement prudente. D'accord, dit finalement Catherine. Fais comme tu l'entends. Linda poussa un soupir de soulagement et serra sa fille dans ses bras. Ma chérie. Tu ne le regretteras pas, tu verras. Catherine ne savait pas alors à quel point ces mots seraient prophétiques. Elle ne savait pas que la prudence de sa mère lui sauverait un jour la vie. Le mariage fut modeste, mais chaleureux. Les parents de Catherine louèrent une petite salle de banquet dans un restaurant à la périphérie de la ville, invitèrent des proches et quelques amis. Catherine porta une simple robe blanche achetée dans un magasin ordinaire. Les crinolines volumineuses et les strass n'étaient pas son style. Marcus avait l'air heureux. Il ne quittait pas la mariée d'une semelle, la regardait avec des yeux amoureux, portait des toasts sur la chance qu'il avait eue de rencontrer une telle femme. Les invités étaient attendris, la mère essuyait discrètement ses larmes. Puis Dorothy est arrivée. La mère de Marcus est apparue avec 2 heures de retard. Le bus en provenance de Klagenfurt était tombé en panne en chemin. Catherine n'avait vu sa belle-mère qu'une seule fois auparavant, lors d'une brève rencontre dans un café, où Marcus les avait présentés officiellement. À ce moment-là, Dorothy lui avait semblé être une femme âgée ordinaire, un peu fatiguée, un peu grincheuse, mais dans l'ensemble bienveillante. À présent, elle regardait sa belle-fille d'un tout autre œil. Dorothy était une femme corpulente, au regard lourd et aux lèvres perpétuellement pincées. Elle portait une robe démodée d'une couleur marécageuse indéfinissable, manifestement achetée encore à l'époque des années difficiles. Autour de son cou pendaient de grosses perles en plastique, à ses doigts brillaient des bagues bon marché. Elle balaya la salle de banquet d'un regard critique et renifla avec mécontentement. C'est bien modeste, lança-t-elle à son fils en guise de salut. Je pensais que ce serait plus riche. Maman, ne commence pas, grimaça Marcus. C'est un mariage normal. Tout le monde n'est pas millionnaire. Justement, pas millionnaire. Dorothy tourna son regard vers Catherine et la détailla de la tête aux pieds. La mariée est bien maigre. La peau sur les os. Tu pourras accoucher, au moins. Catherine rougit, ne sachant que répondre. Marcus se contenta de rire. Maman, tu exagères. C'est un mariage, pas un examen médical. Fais connaissance correctement. Mais je fais connaissance normalement. Dorothy tendit à Catherine une main sèche et osseuse. Bonjour, ma belle-fille. Bienvenue dans la famille. La poignée de main était froide et étrangement formelle. Catherine sentit un frisson désagréable lui parcourir le dos, mais elle chassa cette sensation.
La femme était sans doute simplement fatiguée par le voyage. On ne peut pas juger quelqu'un sur une première impression. Au banquet, Dorothy resta assise avec une expression aigre. Elle trouvait à redire sur la nourriture. Trop salé, pas assez cuit. Chez nous, à Clagenfurt, on cuisine mieux. Elle faisait des remarques à la mariée. Tu ris trop fort. La robe est trop ouverte. Et cette coiffure, on dirait celle d'un garçon. Elle attrapait sans cesse son fils par le bras et lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Ne fais pas attention, dit Marcus lorsqu'ils se retrouvèrent seuls un instant. Maman est juste nerveuse. Elle m'a élevé seule, tu comprends? Pour elle, c'est difficile de me laisser partir. Je comprends, hocha la tête Catherine, même si, en réalité, elle ne comprenait pas vraiment. Les parents de Catherine se montrèrent réservés envers la belle-mère. Linda resta polie, mais froide. Robert, quant à lui, essayait carrément de garder ses distances. Son flair professionnel percevait quelque chose de désagréable chez cette femme. Une dame intéressante, dit-il à sa femme lorsqu'ils s'éloignèrent sur le balcon. Des yeux affamés, comme si elle cherchait ce qu'elle pourrait s'approprier. Robert, n'exagère pas. C'est une femme de province ordinaire, que la vie a malmenée. Peut-être. Mais as-tu remarqué comment elle regardait l'appartement quand Marcus parlait du cadeau? Ses yeux brillaient. Linda soupira. Heureusement que j'ai insisté pour ma solution avec les papiers. Plus je regarde cette Dorothy, plus je suis convaincu d'avoir bien fait. Après le mariage, les jeunes mariés emménagèrent dans le nouvel appartement. Un 2 pièces lumineux, avec de grandes fenêtres donnant sur le parc, la mère de Catherine s'était vraiment donné du mal. L'appartement était déjà meublé de l'essentiel, un canapé, un lit, une armoire, une cuisine équipée, tout neuf, acheté spécialement pour l'emménagement. Marcus parcourait les pièces, touchait les murs, ouvrait les placards, regardait par les fenêtres. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. Incroyable. Il prit sa femme dans ses bras et la fit tourner dans la pièce. Catherine, tu te rends compte? Nous sommes chez nous. Notre propre appartement. Pas une location, le nôtre. Catherine sourit, mais quelque chose la pinça dans la poitrine. Le nôtre? Sur les documents, l'appartement appartenait à sa mère. Mais quelle importance? Elle et Marcus s'aiment, ils vivront ici longtemps et heureux. Ce n'est qu'une formalité, un bout de papier. L'essentiel, c'est qu'ils soient ensemble. Il faut acheter une télé, déclara Marcus en se laissant tomber sur le canapé. Une grande, une plasma. Tu n'imagines pas comme ce sera génial de regarder le foot sur un écran énorme. Et si on commençait par des rideaux? Et de la vaisselle correcte. On n'a même pas d'assiette. Les rideaux peuvent attendre. Et les assiettes? Bah, des assiettes. On mangera dans la casserole, on ne va pas se casser. Il attira sa femme sur ses genoux. Ne râle pas, Catherine. On est chez nous maintenant. On va vivre comme des rois. Catherine voulut protester, mais se tut. Une télévision, après tout. Les hommes aiment la technique, c'est normal. Ce n'est pas la peine de se disputer pour des broutilles. Ce fut le premier signal d'alarme. Petit, à peine perceptible, semblable au bourdonnement d'un moustique. Catherine l'écarta alors d'un geste, comme on chasse un insecte agaçant. Et elle eut tort. La première année de mariage se déroula relativement calmement. Marcus travaillait dans la concession automobile, Catherine dans sa comptabilité. Le matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble, le soir, ils dînaient ensemble. Parfois, ils allaient au cinéma ou se promenaient simplement dans le parc sous leurs fenêtres. Marcus se montrait attentionné, offrait des fleurs pour les fêtes, faisait des compliments. Catherine se sentait heureuse. Il y avait pourtant des étrangetés. De petites choses, presque invisibles, mais qui, avec le temps, devenaient de plus en plus évidentes. Par exemple, Marcus ne présentait jamais sa femme à ses amis. Il disait qu'il n'était pas de son niveau, qu'il ne voulait pas que Catherine fréquente ce genre de personnes. Rien que des vauriens, expliquait-il. Boire et courir après les filles, voilà tout leur centre d'intérêt. Tu n'aurais rien à leur dire. Mais toi, tu les vois bien. Moi, je suis un homme. C'est normal de traîner avec les gars. Toi, tu es ma femme. Il te faut une autre compagnie. Catherine haussait les épaules et n'insistait pas. Peut-être Marcus avait-il raison? Pourquoi aurait-elle besoin de ces types-là? Marcus ne supportait pas non plus ses parents, surtout son père. Ton père me regarde comme si j'étais un criminel, se plaignait-il après un autre dîner familial. Il me perce du regard, littéralement. Il commence à me fatiguer.
Qu'est-ce que je lui ai fait? Papa est comme ça. Il regarde tout le monde ainsi. Une habitude professionnelle. C'est un procureur. Ah oui, procureur. Marcus grimaça. Il doit se dire que sa fille est en or et que moi je suis un va-nu-pieds sans un sou. Pas digne de son Altesse. Marcus, mais qu'est-ce que tu inventes? Je n'invente rien. Je vois bien comment il me regarde, comme une sorte de cafard. Tu peux dire à ton père que je ne suis pas pire que lui. Peut-être que je n'ai pas son poste ni son salaire, mais je suis un homme honnête, et je sais travailler de mes mains. Catherine frissonnait en entendant ce ton méprisant, mais essayait de ne pas y prêter attention. Elle se persuadait que c'était de l'orgueil masculin, que Marcus ne voulait simplement pas se sentir inférieur aux autres. Avec le temps, il s'y ferait, il se calmerait. Et puis Marcus commença à rentrer de plus en plus tard du travail. Il arrivait tard, fatigué, irritable. Aux questions, il répondait par monosyllabes, esquivait les conversations. « Où étais-tu » demandait Catherine en accueillant son mari à 10 heures du soir. « Au travail. »« Où veux-tu que je sois ?» Les clients m'ont épuisé. Il jetait sa veste sur le porte-manteau et se dirigeait vers la télévision. Mais la concession ferme à 7 heures. Catherine, ne commence pas. Je suis crevé. Laisse-moi me reposer. Elle ne commençait pas. Elle ne voulait pas se disputer, ne voulait pas être une épouse grincheuse. Elle se convainquait que le travail d'un vendeur était réellement stressant et pénible, qu'il fallait soutenir son mari et non le harceler de questions. Une nuit, Catherine se réveilla à cause d'un bruit étrange. Marcus était allongé à côté d'elle, tourné vers le mur, et parlait au téléphone. À voix basse, presque en chuchotant. Oui, oui, j'ai compris. Non, elle ne sait pas bien sûr, on se verra bientôt. Catherine se figea, de peur de bouger. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. À qui parlait-il? De quoi? Qui est elle? Mais le matin, lorsqu'elle demanda prudemment qui avait appelé dans la nuit, Marcus balaya la question d'un geste. Personne n'a appelé. Tu as rêvé. Mais j'ai entendu. Je te dis que tu as rêvé. J'ai dormi toute la nuit comme une pierre. Il mentait. Catherine le voyait à ses yeux, à la légère rougeur sur ses pommettes, mais elle ne pouvait rien prouver et ne voulait pas se disputer. C'était le deuxième signal d'alarme, déjà plus fort que le premier. Vers la fin de la première année de mariage, Catherine remarqua encore une autre tendance désagréable. Marcus appelait sa mère de plus en plus souvent. Il lui parlait longtemps, 1 heure, parfois plus, et après chaque conversation, il était de mauvaise humeur. « Comment va Dorothy » demandait Catherine. « Ça va. Elle se plaint de sa santé. » Marcus fronçait les sourcils. « Elle est seule là-bas, dans son trou. Personne pour l'aider, personne à qui parler. On pourrait peut-être l'inviter chez nous? Qu'elle se repose un peu. Peut-être. Plus tard. » Ce plus tard arriva plus vite que Catherine ne l'avait imaginé. 1 an et demi après le mariage, Dorothy appela pour annoncer qu'elle emménageait chez eux. Pas pour une visite. Pas pour réfléchir. Elle emménageait. Comment ça, elle emménage, balbutia Catherine quand Marcus lui annonça la nouvelle. Pour toujours? Pour un certain temps. Il y a des problèmes dans sa maison. Les tuyaux fuient, le plafond s'effrite. Il faut une rénovation complète. Et elle n'a nulle part où vivre pour l'instant. Et combien de temps dureront ces travaux? Je ne sais pas. 1 mois, peut-être 2, peut-être 6. 6 mois. Catherine, c'est ma mère. La voix de Marcus se durcit. Je ne vais pas la jeter à la rue. À part moi, elle n'a personne. Si j'abandonne ma propre mère dans le besoin, quel genre d'homme suis-je? Catherine voulut objecter que leur appartement n'avait que 2 pièces, qu'il n'était déjà pas très à l'aise, que vivre sous le même toit que sa belle-mère n'était pas du tout ce dont elle avait rêvé. Mais elle se tut sous le regard lourd de son mari. D'accord, dit-elle. Qu'elle vienne. On s'arrangera. Elle ne savait pas alors que ce « on s'arrangera » allait durer des années, et qu'il n'y avait jamais eu le moindre projet de rénovation dans la maison de Dorothy. La belle-mère arriva avec 3 énormes sacs et l'air de quelqu'un qui comptait rester longtemps. Très longtemps. Elle balaya l'appartement d'un regard de propriétaire, comme si elle évaluait ses futures possessions, et hocha la tête avec satisfaction. Pas mal, pas mal. Ça aurait pu être pire. Elle parcourut les pièces, regarda dans les placards, vérifia les étagères du réfrigérateur. La deuxième chambre, elle est où? Il me faut un vrai lit, j'ai le dos malade. La deuxième chambre, c'est notre chambre, dit prudemment Catherine.
Mais on peut vous installer sur le canapé du salon. Sur le canapé? Dorothy regarda sa belle-fille comme si elle lui proposait de dormir par terre. J'ai une sciatique, ma petite. Le canapé, ce n'est pas possible. Il me faut un matelas ferme. Ce n'est pas grave, intervint Marcus. Catherine et moi dormirons dans le salon. Pas vrai, Catherine? Catherine ouvrit la bouche pour protester, mais se tut. Que pouvait-elle dire? Qu'elle ne voulait pas céder sa chambre à une femme étrangère? Dorothy était la mère de son mari. Une personne âgée avec des problèmes de dos. On ne peut pas être aussi égoïste. Oui, bien sûr, parvint-elle à dire. Installez-vous. Dorothy esquissa ce sourire particulier qui n'atteint pas les yeux. Voilà une gentille fille. Je savais que nous nous entendrions bien. À partir de ce jour, la vie de Catherine se transforma en enfer. La belle-mère critiquait tout, absolument tout. Comment la belle-fille cuisinait? Trop salé, pas assez salé, trop cuit, pas assez, chez nous, à Clagenfurt, on ne fait pas comme ça. Comment elle faisait le ménage? De la poussière sur les étagères, des traces sur les fenêtres, pourquoi le sol ne brillait-il pas? Comment elle s'habillait? La jupe trop courte, le décolleté trop profond, quelle est cette couleur, on dirait un clown. Comment elle parlait? Trop fort. Tout commençait par des reproches. C'est quoi, cette bouillie, grimaçait Dorothy en tripotant son assiette avec la cuillère. De l'avoine? Burk, quelle horreur! Je ne mange pas ça. Pourquoi tu n'as pas fait de la semoule? Hier, vous avez dit que vous n'aimiez pas la semoule. Je n'ai jamais dit ça. N'invente pas, chaque soir se terminait par des sermons. Marcus, regarde donc quelle soupe ta femme a préparée. Dorothy repoussait son assiette avec ostentation. De l'eau pure. Moi, je nourrissais mon fils avec une vraie soupe. Riche, avec de la viande. Et ça, c'est quoi? De la soupe de vaisselle. Maman, la soupe est normale, tentait mollement de la défendre Marcus. Normal? Tu n'as simplement jamais goûté mieux. Ta femme ne sait pas cuisiner, voilà tout. Catherine serrait les dents et se taisait. Elle comprenait que les disputes ne mèneraient à rien. Dorothy faisait partie de ces gens qui ont toujours raison. Dans n'importe quel conflit, dans n'importe quelle situation, elle seule avait raison, et tous les autres se trompaient. Catherine était particulièrement prise pour cible parce qu'elle et Marcus n'avaient pas d'enfants. 3 ans de mariage et toujours pas de ventre, grommelait la belle-mère. Quoi, tu serais stérile? Ou tu ne veux pas faire d'enfant exprès? Nous ne prévoyons pas d'enfants pour l'instant, expliquait Catherine. Nous voulons d'abord nous stabiliser, gagner de l'argent. Se stabiliser, répétait Dorothy en se moquant. Quand vous serez stabilisé, il sera déjà trop tard. Tu ne rajeunis pas, ma petite. L'horloge biologique tourne. Marcus, lors de ces conversations, se contentait le plus souvent de se taire ou d'aller devant la télévision. Il ne prenait jamais le parti de sa femme, ne remettait jamais sa mère à sa place. Au mieux, il lâchait un faible maman, ça suffit, que Dorothy ignorait superbement. Au bout d'un mois de cette vie, Catherine tenta de parler seule à son mari. Marcus, ça ne peut plus continuer comme ça. Ta mère me harcèle. Tu exagères, balaya-t-il la question. C'est une personne âgée, elle a ses manies. Supporte un peu. Un peu? C'est combien de temps? Elle vit ici depuis 1 mois, et aucun travaux n'ont commencé dans sa maison. D'où tu sais ça? Tu as vérifié? Non, mais... Voilà. Alors ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Marcus se leva du canapé. Catherine, c'est ma mère. Et puis, soit dit en passant, c'est notre appartement. Elle a le droit d'être ici. Notre appartement. S'il avait seulement su que, sur les papiers, l'appartement n'était pas du tout le leur, et même pas le sien. Mais Catherine se tut. Comme toujours. Quelques mois passèrent encore. Les travaux dans la maison de Dorothy ne commencèrent jamais. La belle-mère trouvait sans cesse de nouvelles excuses, tantôt les artisans étaient trop chers, tantôt il n'y avait pas de matériaux, tantôt le temps n'était pas favorable. Catherine comprenait déjà qu'il n'y aurait jamais de travaux et que Dorothy était venue pour rester. Mais elle ne pouvait pas le prouver. Un jour, en faisant le ménage dans la chambre de sa belle-mère, elle heurta par inadvertance une pile de papier sur la commode. Les feuilles se répandirent sur le sol et, en les ramassant, Catherine remarqua un document familier, un extrait du registre foncier. Par curiosité, elle y jeta un coup d'œil et resta pétrifiée. C'était un extrait concernant une maison à Clagenfurt. La fameuse maison où, soi-disant, des travaux étaient en cours.
Sauf que la case propriétaire était vide, et que dans les mentions particulières figurait « bien radié du registre suite à une vente ». Dorothy avait vendu sa maison avant même de venir s'installer chez eux. Catherine remit les papiers en place, sentant la colère bouillonner en elle. Il n'y avait jamais eu de travaux. Pendant tout ce temps, la belle-mère avait menti. À elle, à Marcus, à tout le monde. Elle avait vendu sa maison exprès pour venir vivre chez son fils. Tout prêt. Le soir, Catherine montra à son mari la photo de l'extrait. Elle n'avait pas résisté et l'avait prise avec son téléphone. « Marcus, ta mère nous a trompés. Il n'y a pas de travaux. » Elle a vendu sa maison à clage en fur. Marcus regarda la photo et fronça les sourcils. « D'où tu tiens ça ? » « Je suis tombé dessus par hasard. » « Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'elle a menti. Elle ne vit pas ici temporairement. Elle n'a aucune intention de partir. » Marcus se tut un instant. Puis il haussa les épaules. « Et alors ? Comment ça, et alors ? Elle nous a menti. » Catherine. La voix de son mari devint froide. « Ma mère a vendu sa masure et a mis l'argent de côté. Pour les mauvais jours. Qu'y a-t-il de mal à ça ? Ce qu'il y a de mal, c'est qu'elle ne nous a pas dit la vérité. Et pourquoi devrait-elle rendre des comptes ? C'est ma mère. Elle peut vivre avec nous aussi longtemps qu'elle le veut. » Catherine regardait son mari, incrédule. « Donc, ça t'est égal qu'elle nous ait menti ? » « Ce qui m'importe, c'est que tu fouilles dans ses affaires, » répondit Marcus en se levant. « Elle a 63 ans, Catherine. Elle a travaillé toute sa vie, elle m'a élevé seule. Elle mérite une vieillesse tranquille. Si pour ça elle doit vivre avec nous, alors elle vivra avec nous. Et on n'en parle plus. » Il partit vers la télévision, signifiant clairement que la discussion était close. Catherine resta assise dans la cuisine, se sentant complètement idiote. Son mari venait de choisir le camp de sa mère, ouvertement, sans se cacher. Et elle ? Elle allait continuer à supporter. Ou pas ? Ce soir-là, Catherine pensa pour la première fois au divorce. Pas comme à une option réelle, mais comme à une possibilité théorique. Et si elle partait ? Et si elle mettait fin à tout cela ? Mais elle se reprit aussitôt. Où irait-elle ? Chez ses parents ? Admettre qu'ils avaient eu raison, que son mariage était une erreur ? Son orgueil ne le permettait pas. Et puis, elle aimait Marcus. Ou du moins, elle l'avait aimé autrefois. Ce Marcus qui offrait des fleurs et disait de belles paroles. Celui qui la regardait avec adoration lors de leur premier rendez-vous. Où était passé cet homme ? Avait-il seulement existé ? Catherine se remémorait les premiers mois de leur relation et essayait de comprendre ce qu'elle avait manqué, quels signes elle n'avait pas vus, s'il y avait eu des signaux d'alarme auxquels elle avait fermé les yeux. Il y en avait eu. Bien sûr qu'il y en avait eu. Tous ces petits avertissements. Discrets, silencieux, mais insistants. Catherine les avait entendus et ignorés. Parce qu'elle était amoureuse. Parce qu'elle voulait croire au conte de fées. À présent, le conte touchait à sa fin. Et à l'horizon ne se dessinait pas du tout un happy end. L'année suivante se passa dans une tension permanente. Dorothy s'était solidement installée dans l'appartement et se comportait de plus en plus en maîtresse de maison. Désormais, elle ne se contentait plus de critiquer sa belle-fille, elle lui donnait des ordres comme à une domestique. « Catherine, lave-moi mon pull » criait-elle depuis sa chambre. « Catherine, apporte-moi du thé. »« Catherine, pourquoi il fait si froid dans la salle de bain ?» Catherine supportait tout. Elle travaillait, rentrait à la maison, préparait le dîner pour trois, écoutait les reproches de sa belle-mère, nettoyait, lavait, repassait. Et ainsi chaque jour. Pendant ce temps, Marcus était généralement assis devant la télévision ou jouait sur son téléphone. Il n'avait aucune intention d'aider à la maison. « C'est un travail de femme », répondait-il quand Catherine lui demandait au moins de sortir les poubelles. « Je me fatigue au travail, j'ai le droit de me reposer à la maison. Et moi, je ne me fatigue pas ? Je travaille aussi. Toi, tu es assise dans un bureau à déplacer des papiers. Ce n'est pas du travail, c'est du repos. » Catherine se taisait. Discuter était inutile. Entre-temps, de nouvelles notes inquiétantes apparurent dans le comportement de son mari. Il restait de plus en plus souvent après le travail, et il sentait de plus en plus l'alcool. Il mentait, négligemment, sans vraiment se cacher, comme s'il testait jusqu'où il pouvait aller. Et en même temps, il devenait de plus en plus grossier. « Marcus, on pourrait sortir quelque part », proposa un jour Catherine. « Au cinéma, au restaurant. Quand est-ce qu'on a été seuls tous les deux pour la dernière fois ?
Ça suffit, grogna-t-il. Tu n'as rien d'autre à faire? Va préparer le dîner. Catherine sursauta comme si elle avait reçu une gifle. Avant, il ne lui parlait pas comme ça. Avant, il était au moins poli. Marcus, qu'est-ce qui t'arrive? Elle tenta de lui prendre la main, mais il se dégagea brusquement. Il ne se passe rien. Arrête de me saouler avec tes discussions. J'en ai marre. Il partit dans le salon en claquant la porte. Dorothy, qui avait observé la scène depuis le couloir, esquissa un sourire moqueur et secoua la tête, comme pour dire, tu vois, tu ne sais même pas retenir ton mari. Catherine resta seule dans la cuisine. Elle ne pleurait pas, les larmes étaient depuis longtemps épuisées. Elle se contentait de rester près de la fenêtre, regardant la ville du soir, pensant à la manière dont sa vie en était arrivée là. Quelques mois passèrent encore. Catherine s'habituait peu à peu à l'idée que son mariage était condamné. Elle n'essayait plus de changer quoi que ce soit, ne proposait plus de dîner romantique, ne parlait plus des problèmes. Elle vivait simplement. Mécaniquement, en pilote automatique. Comme un robot exécutant son programme quotidien. Ses parents voyaient bien que quelque chose n'allait pas avec leur fille. Sa mère appelait tous les jours, demandait comment elle allait, si tout allait bien. Catherine répondait brièvement, ça va. Tout va bien. Ne t'inquiète pas, Linda n'y croyait pas, mais n'insistait pas. Elle connaissait le caractère de sa fille, têtue, fière, n'aimant pas reconnaître ses erreurs. Si on la pressait, ce serait pire. Son père était plus direct. Ma chérie, s'il se passe quelque chose, appelle-moi tout de suite, dit-il lors d'un autre dîner dominical. Moi. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Tu me le promets? Papa, tout va bien. Catherine. Il la regarda dans les yeux. Promets-le-moi. D'accord. Je te le promets. Robert hocha la tête. Il voyait que sa fille était malheureuse. Il voyait les cernes sous ses yeux dus au manque de sommeil, son visage amaigri, son regard éteint. Il avait envie de l'attraper, de la ramener à la maison, de l'enfermer et de ne plus jamais la laisser repartir. Mais il comprenait que c'était impossible. Catherine était adulte, elle devait prendre sa décision seule. Il ne pouvait que patienter et espérer qu'elle se réveillerait avant que l'irréparable ne se produise. Quant à Marcus, il continuait de changer. Et pas en bien. Désormais, il rentrait presque chaque soir ivre. Pas complètement saoul, mais suffisamment pour empester l'alcool et avoir la langue pâteuse. Il répondait grossièrement aux questions, se montrait agressif à la moindre remarque. Parfois, lui et sa mère s'enfermaient dans la cuisine et chuchotaient longuement, et dès que Catherine entrait, il se taisait brusquement. Quelque chose se préparait. Catherine le sentait dans sa peau, par instinct, dans tout son être. Quelque chose de mauvais, de terrible. Comme un nuage d'orage à l'horizon, encore loin, mais qui se rapproche. Un soir, alors que Marcus était au travail et que Dorothy était partie au magasin, Catherine décida de faire le ménage dans la chambre de sa belle-mère. Non par curiosité, simplement parce que cela faisait longtemps qu'on n'y avait pas nettoyé, et que Dorothy n'avait aucune intention de le faire elle-même. En changeant les draps, Catherine découvrit quelque chose d'étrange. Sous le matelas, tout au fond, se trouvait un gros cahier à la couverture cirée. Usé, au coin corné, manifestement très utilisé. Catherine hésita. Fouiller dans les affaires des autres, ce n'est pas bien. Mais quelque chose la poussa à prendre le cahier et à l'ouvrir. C'était un journal. Mais pas un journal ordinaire avec des notes sur la météo ou l'humeur. C'était un plan. Un plan détaillé, structuré point par point, sur la façon de détruire le mariage de son fils et de s'emparer de l'appartement. Étape 1, lisait Catherine, sentant ses mains devenir glacées, s'installer dans l'appartement, occuper la meilleure chambre. Accompli. Étape 2. Monter Marcus contre sa femme. La critiquer constamment, me comparer à elle. Montrer quelle mauvaise maîtresse de maison, quelle mauvaise épouse elle est. En cours. Étape 3. Trouver une autre femme pour Marcus. Le présenter à quelqu'un de convenable. Belle, docile, sans exigence. Pour qu'il ait lui-même envie de divorcer. Étape 4. Divorce. Partage des biens. L'appartement moitié-moitié. Marcus prend sa part, on vend. Objectif, minimum 250 000 €. Suivez des calculs. La valeur de l'appartement au prix du marché, la part estimée après le partage, les noms de certains agents immobiliers, les numéros de téléphone d'avocats. Dorothy se préparait avec un soin méticuleux. Catherine photographia chaque page, en s'efforçant de ne pas trop laisser trembler ses mains. Elle remit le cahier à sa place et sortit de la chambre.
Elle tremblait. Pas de peur, de rage. Voilà donc comment c'était. Tout ce temps, toutes ces critiques et ces humiliations, ce n'était pas simplement un caractère querelleur. C'était un plan. Un plan froid, calculé, destiné à détruire sa vie. Et Marcus. Marcus faisait partie de ce plan. Peut-être pas un acteur principal, mais certainement un complice. Le soir même, Catherine se rendit chez ses parents. Elle leur montra les photos. Son père fixa longtemps l'écran du téléphone, et son visage se durcit à chaque ligne. Des salauds, dit-il enfin d'une voix sourde. Une vipère. Robert le réprimanda sa femme. Quoi, Linda? Robert, tu vois bien ce qu'ils ont manigancé? Il se tourna vers sa fille. Catherine, tu dois partir. Maintenant, immédiatement, tant qu'il n'est pas trop tard. Et aller où? Chez nous. C'est ta maison. Tu y seras toujours la bienvenue. Catherine secoua la tête. Non, papa, pas encore. Je veux voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Ma chérie, sa mère lui prit la main, pourquoi t'infliger ça? Pars maintenant, avant que tout n'aille trop loin. Maman, si je pars comme ça, ils auront gagné. Ils diront que j'ai quitté mon mari, que c'est ma faute. Or ce n'est pas ma faute. Et je veux le prouver. Les parents échangèrent un regard. Ils connaissaient bien cette lueur obstinée dans les yeux de leur fille. Il était impossible de la faire changer d'avis. D'accord, soupira son père. Mais sois prudente. Et souviens-toi, s'il se passe quoi que ce soit, appelle-moi. Immédiatement, sans hésiter. D'accord, papa. Elle serra ses parents dans ses bras et rentra chez elle. Dans cet appartement qui avait depuis longtemps cessé d'être son foyer. Les semaines suivantes, Catherine vécut dans un état de vigilance permanente. Elle observait son mari, écoutait ses conversations avec sa mère. Elle notait tout ce qui lui paraissait suspect dans une note sur son téléphone, au cas où. Marcus se comportait de façon étrange. Tantôt excessivement affectueux, tantôt brusquement grossier, sans transition. Parfois, il regardait Catherine longuement, d'un air incompréhensible, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Parfois, il posait des questions étranges sur son travail, sur ses parents, sur leurs projets d'avenir. Dorothy aussi avait changé. Elle avait cessé de critiquer sa belle-fille, du moins ouvertement. Elle se montrait d'une politesse appuyée, presque attentionnée. Proposait d'aider à cuisiner, s'intéressait au travail de Catherine. C'était si peu ressemblant qu'elle se méfia encore davantage. Qu'est-ce qu'il prépare? Pensait-elle, allongée sans sommeil sur le canapé inconfortable. À quoi rime toute cette bonté affichée? La réponse arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Un soir, en rentrant du travail, Catherine découvrit une scène étrange. Marcus était assis seul dans la cuisine. Sans télévision, sans téléphone. Il était simplement là, à regarder par la fenêtre. Dorothy avait disparu, sans doute encore partie au magasin. « Salut », dit Catherine en retirant sa veste. « Tu rentres tôt aujourd'hui. » Catherine. La voix de Marcus sonnait différemment. Ni rude, ni indifférente, plutôt tendue. « Assieds-toi, il faut qu'on parle. » Elle s'assit en face de lui, sentant l'angoisse lui serrer le ventre. « De quoi ?» Marcus se tut, tapota la table du bout des doigts, regarda par la fenêtre, puis la fixa. « De nous, dit-il enfin. De notre avenir. » Catherine resta silencieuse, attendant la suite. « J'ai réfléchi. » Marcus hésita. « Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. » 5 ans, Catherine. Et alors? Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de bonheur. Tu ne me comprends pas, je ne te comprends pas non plus. Où veux-tu en venir? Il la regarda enfin droit dans les yeux. Et Catherine vit dans son regard quelque chose de nouveau, de froid et de calculateur, exactement comme chez sa mère. Je pense, fit-il une pause, je pense que nous devons avoir une discussion sérieuse. Surtout. Sur l'appartement, sur l'argent, sur la façon dont nous allons vivre ou ne plus vivre ensemble. Catherine sentit son cœur rater un battement. Ça y est. Ça commençait. D'accord, dit-elle en s'efforçant de ne pas laisser trembler sa voix. Parlons-en. À cet instant, la porte d'entrée claqua. Dorothy était rentrée. Marcus jeta un regard vers le couloir et se leva. Pas aujourd'hui, dit-il. Demain. Demain, on discutera de tout. Il partit vers la télévision, laissant Catherine seule dans la cuisine. Elle resta immobile, le regard perdu dans le vide,
pensant que, demain, sa vie changerait à jamais. Elle ne savait pas encore à quel point. Cette nuit-là, Catherine eut beaucoup de mal à s'endormir. Elle était allongée sur le canapé, écoutant les ronflements de sa belle-mère derrière le mur, et pensait à ce qui l'attendait le lendemain. Marcus allait manifestement annoncer le divorce, c'était évident. Et il comptait sûrement sur la moitié de l'appartement. Lui dire la vérité? Que l'appartement était au nom de sa mère, qu'il n'y avait rien à partager? Elle le pouvait. Mais que ferait-il en l'apprenant? Comment réagirait-il? Et surtout, comment réagirait Dorothy? Catherine se souvint du journal de sa belle-mère. De ses lignes froides et calculées. Objectif, 250 000 €. Ces gens avaient vécu 5 ans à ses côtés, mangé sa nourriture, dormi dans son appartement, tout en planifiant comment la dépouiller. Ils ne s'arrêteraient pas simplement comme ça. S'ils apprenaient que l'appartement ne leur reviendrait pas. Catherine se tourna sur le côté et ferma les yeux. Quoi qu'il arrive demain, elle devait être prête. Elle devait être forte. Elle était la fille d'un procureur, après tout. Pas une brebis sans défense. Dehors, le vent hurlait. Le mois de janvier était glacial, moins 20 degrés Celsius, voire davantage. La ville s'endormait sous la neige, les gens se blottissaient dans leurs manteaux et leurs doudounes. Un temps parfait pour rester chez soi, boire du thé chaud et regarder la tempête par la fenêtre. Mais Catherine n'avait pas la tête ôtée. Une conversation l'attendait, qui allait tout changer. Elle finit par sombrer dans un sommeil agité, peuplé d'images étranges. Une forêt enneigée, des feux rouges de voitures, un ciel étoilé au-dessus d'elle. Elle rêvait qu'elle était allongée dans la neige, incapable de se lever, et qu'au loin un loup hurlait, longuement, plaintivement, comme un sanglot. Elle se réveilla en sueur froide, sans comprendre où elle se trouvait. Dehors, il faisait encore nuit. Il restait quelques heures avant la conversation du lendemain. Catherine s'assit sur le canapé, ramenant ses genoux contre elle, et attendit l'aube. Le matin arriva, gris et humide. De gros flocons de neige tombaient dehors, comme si quelqu'un là-haut secouait une immense couette. Catherine se leva avant tout le monde, prépara le petit déjeuner et s'assit pour attendre. Marcus entra dans la cuisine vers 9 heures. Mal rasé, froissé, les yeux rouges. On voyait qu'il avait mal dormi lui aussi. Du café, demanda Catherine. Vas-y, elle lui versa une tasse et la posa sur la table. Marcus but une gorgée, grimaça, soit à cause de l'amertume, soit pour une autre raison. Où est maman? Demanda-t-il. Elle dort encore, je pense. Bien. Il posa la tasse et regarda sa femme. Catherine, il faut qu'on parle. Sérieusement. Je t'écoute. Marcus resta silencieux un instant, rassemblant ses pensées. Puis il expira et dit, je veux divorcer. 3 mots. Seulement 3 mots. Mais ils tombèrent entre eux comme un mur. Catherine sentit quelque chose se rompre en elle. Pas de surprise, elle s'y attendait. Plutôt un sentiment de finalité. Voilà. 5 ans de mariage, et 3 mots pour conclure. Pourquoi? Demanda-t-elle calmement. Parce que nous sommes devenus étrangers l'un à l'autre. Tu ne me comprends pas, je ne te comprends pas non plus. On vit comme des voisins, pas comme un mari et une femme. À quoi bon continuer cette comédie? Et ça fait longtemps que tu l'as compris? Marcus détourna le regard. Depuis longtemps. Je n'osais simplement pas le dire. Catherine regardait l'homme avec qui elle avait vécu 5 ans. Ses épaules affaissées, le coin de sa bouche qui tressaillait nerveusement, ses mains crispées sur la tasse. Autrefois, elle avait aimé cet homme. Autrefois, elle avait cru qu'ils seraient ensemble toute leur vie. Comme elle avait été naïve. Très bien, dit-elle. Divorce, alors. Marcus releva brusquement la tête, cligna des yeux, surpris. Tu ne vas pas te battre? À quoi bon? Si tu as décidé, tu as décidé. On ne force pas quelqu'un à aimer. Il s'attendait clairement à une autre réaction. Des larmes, une crise, des supplications. Mais Catherine était assise calmement, les mains posées sur la table, et le regardait sans aucune expression. Cela le rendait nerveux, elle le voyait bien. Bon. Marcus se racla la gorge. Puisque tu es d'accord, parlons des détails. Des biens, tout ça. Quel bien? Comment ça, quel bien? L'appartement. Il la regarda avec une avidité mal dissimulée. Selon la loi, lors d'un divorce, les biens acquis en commun se partagent en deux. Donc la moitié de l'appartement est à moi. Voilà. Catherine esquissa un sourire à peine perceptible. Toute cette histoire de « nous sommes devenus étrangers » n'était qu'un prélude.
L'essentiel, c'était l'appartement. L'argent. Les 250 000 euros, comme l'avait écrit Dorothy dans son journal. Marcus, dit-elle lentement, cet appartement ne se partage pas. Comment ça, pourquoi? Parce qu'il n'est pas à nous. Il ne l'a jamais été. Marcus fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Nous vivons ici depuis 5 ans. C'est notre maison. Nous vivons ici, oui. Mais sur le plan juridique, l'appartement appartient à ma mère. Elle l'a acheté avant notre mariage et l'a mis à son nom. Nous ne sommes que des occupants. Des occupants gratuits. Le visage de Marcus se décomposa. Il regardait sa femme comme si elle était folle. Tu plaisantes. Pas du tout. Tu peux vérifier au registre foncier. La propriétaire est Linda Harrison. Ma mère. Mais c'est impossible. Sa voix monta jusqu'au cri. Ça fait 5 ans. Tu disais que c'était notre appartement. Je disais que nous y vivions. C'est vrai. Quant à la propriété, tu l'as déduite tout seul. Marcus bondit, renversant sa chaise. Son visage devint pourpre, les veines de son cou se gonflèrent. Tu mens. Tu mens. C'est notre appartement. Acquis ensemble. Marcus, calme-toi. Ne me dis pas ce que j'ai à faire. Il frappa la table du poing avec une telle force que les tasses en sautèrent. Maman avait raison. Elle disait que tu étais une sale rusée, que tu manigancerais quelque chose. Et tu l'as fait. Catherine se leva en reculant d'un pas. Elle n'avait jamais vu son mari ainsi, le visage déformé par la rage, les yeux brillants de folie. Ce n'était pas le Marcus qu'elle connaissait. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un de terrifiant. Où sont les papiers, hurla-t-il. Montre-moi les papiers. Les documents sont chez ma mère. Si tu veux, va chez elle, demande-lui. Je ne te crois pas. Tu mens pour me rouler. À cet instant, la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement, et Dorothy apparut sur le seuil. Elle était en peignoir, les cheveux en bataille, visiblement réveillée par les cris. Qu'est-ce qui se passe ici? Son regard passa de son fils à sa belle-fille. Marcus, que se passe-t-il? Maman, elle. Marcus suffoquait de colère. Elle dit que l'appartement n'est pas à nous, qu'il est au nom de sa mère. Dorothy se figea. Puis elle se tourna lentement vers Catherine. C'est vrai? Oui. Catherine soutint son regard. C'est vrai. L'appartement appartient à ma mère depuis le tout début. La belle-mère resta silencieuse. Son visage se fit de pierre, ses yeux se rétrécirent en 2 fentes. Catherine voyait bien que, derrière ce regard, quelque chose se passait, des calculs, des plans qui s'effondraient et se reconstruisaient aussitôt. Tu nous as trompés, dit enfin Dorothy. Sa voix était basse, presque sifflante. Pendant 5 ans, tu nous as menés par le bout du nez. Je n'ai trompé personne, je n'ai simplement pas donné de détails. Ce n'est pas la même chose. Pas la même chose? La belle-mère fit un pas vers elle. Mon fils t'a épousée en pensant que vous auriez une famille normale, une maison normale. Et toi? Toi? Votre fils m'a épousée parce qu'il m'aimait. Ou faisait semblant de m'aimer, répondit Catherine calmement, même si tout tremblait en elle. Quant à l'appartement, ce n'est qu'un appartement. Un toit au-dessus de la tête. Nous y avons vécu, et je ne vous ai jamais mis dehors. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ce qu'il nous faut, hurla Dorothy. Il nous faut ce qui nous revient. Selon la loi. Selon la loi, rien ne vous revient. L'appartement a été acheté avant le mariage et est enregistré au nom d'un tiers. En cas de divorce, il n'est pas partagé. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le code de la famille. La belle-mère ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Marcus se tenait à côté, respirant lourdement, et regardait sa femme avec une telle haine que Catherine en eut froid dans le dos. Tu vas payer pour ça, gronda Théil. Tu te crois plus maligne que tout le monde? Tu crois qu'on peut nous rouler comme ça et s'en tirer? Je n'ai roulé personne, et je te déconseille de me menacer. Sinon quoi? Tu iras te plaindre à ton papa. Il ricana. À ton procureur. Catherine sursauta. Comment le savait-il? Elle ne lui avait jamais parlé du poste de son père. Oui, je suis au courant. Marcus vit sa réaction et sourit encore plus largement. Tu pensais que je ne le saurais pas? Robert Harrison, procureur adjoint du district. Un gros bonnet. J'ai fait mes recherches depuis longtemps. Et alors? Et alors, tu t'es toujours caché derrière ton papa.
Notre petite Modeste. Je me débrouille seule, je suis indépendante. En réalité, une fille à papa à qui on a tout servi sur un plateau. Catherine sentit la colère bouillonner en elle. 5 ans. 5 ans qu'elle supportait, se taisait, cédait, et essayait de sauver cette famille. Et voilà la reconnaissance. Tu sais quoi, Marcus? Dit-elle, la voix devenue dure. Oui, je suis la fille d'un procureur. Et oui, mes parents ont acheté cet appartement. Pour moi. Pas pour toi. Pas pour ta maman. Pour moi. Parce qu'ils m'aiment et veulent me protéger. De ce genre de... Elle balaya la cuisine du regard. De ce genre de situation. Tu nous as pris pour des imbéciles, cria Dorothy. Je vous ai pris pour des gens normaux. Je me suis trompée, visiblement. Catherine prit son téléphone sur la table. C'est fini. La conversation est terminée. Je pars chez mes parents. Je récupérerai mes affaires plus tard. Elle se dirigea vers la porte, mais Marcus lui barra le passage. Où crois-tu aller comme ça? Pousse-toi. Tu n'iras nulle part. Il lui attrapa le bras. On n'a pas fini de parler. Lâche-moi, tout de suite. Ou quoi? Catherine le regarda droit dans les yeux. Ou j'appelle mon père, et dans 15 minutes, une patrouille de police sera ici. Marcus hésita. Ses doigts tremblèrent sur son bras, puis se desserrèrent. Catherine profita de l'instant et se dégagea. Ne t'avise pas de me suivre, lança-t-elle en sortant dans le couloir. Et je te conseille de quitter l'appartement. Ma mère peut exiger à tout moment que vous libériez les lieux. Elle attrapa sa veste, enfila ses bottes à la hâte et sortit en claquant la porte. Déjà dans l'escalier, elle entendit Dorothy crier quelque chose et Marcus jurer à voix haute. Peu importe. Elle n'écouterait plus jamais ça. Dehors, il faisait un froid glacial. Moins 20 degrés Celsius, peut-être davantage. La neige tombait à gros flocons, le vent fouettait le visage. Catherine marchait vers l'arrêt de bus sans vraiment voir où elle allait, avec une seule pensée en tête, atteindre la maison de ses parents. Dans sa poche, le téléphone vibra. Marcus. Elle rejeta l'appel. Il rappela encore et encore. Puis les messages arrivèrent. Rentre à la maison. Il faut qu'on parle. Catherine, ne fais pas de bêtises. Réglons ça calmement. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Réponds, sale traînée. Catherine coupa le son et rangea le téléphone. Ses mains tremblaient. Pas de froid, de nerfs. 5 ans. 5 ans qu'elle avait vécu avec cet homme, dormi dans le même lit, préparé sa nourriture. Et tout ce temps, il ne voyait en elle que... Quoi? Une source d'argent? Un moyen d'obtenir un appartement? À l'arrêt, elle dut attendre une vingtaine de minutes. Par ce temps-là, les bus circulaient mal. Catherine se tenait sous l'abri, tapant du pied pour se réchauffer, quand elle ne remarqua pas tout de suite qu'une voiture s'était arrêtée à côté. Catherine. Elle se retourna. Marcus sortait la tête par la fenêtre d'une vieille Honda. À côté de lui, sur le siège passager, se tenait Dorothy. Monte, on te dépose, dit-il presque aimablement. Il fait froid. Non merci. Je prends le bus. Allons, ne fais pas ça. On parlera en route. Calmement, sans cri. Marcus, j'ai dit non. Il sortit de la voiture et s'approcha d'elle. Trop près. Catherine se retrouva dos au mur de l'abri. Catherine. Il parlait doucement, mais il y avait dans sa voix quelque chose qui lui donna la chair de poule. Ne fais pas de bêtises. Monte dans la voiture. On va juste parler. Je n'ai rien à te dire. Si, tu as des choses à dire. Il s'approcha encore. Tu ne voudrais pas que ton père ait des problèmes, n'est-ce pas? Procureur, poste en vue. Tout peut arriver. Catherine sentit le froid l'envahir. Tu me menaces? Je te préviens, amicalement. Marcus sourit, et ce sourire la fit frissonner. Monte dans la voiture, Catherine, s'il te plaît. Il n'y avait personne d'autre à l'arrêt. La neige tombait de plus en plus fort, la visibilité était réduite à quelques mètres. Crier, personne n'entendrait. Fuir, il la rattraperait. Catherine réfléchissait frénétiquement. D'accord, dit-elle. Très bien, allons-y. Marcus hocha la tête avec satisfaction et ouvrit la porte arrière. Voilà, c'est bien. Catherine monta dans la voiture. Marcus claqua la porte, contourna la Honda et s'installa au volant. Dorothy se retourna, fixant sa belle-fille avec un sourire triomphant.
Voilà, dit-elle. C'est mieux comme ça. Maintenant, nous allons parler comme des gens civilisés. La voiture démarra. Catherine regardait par la fenêtre les maisons défiler et pensait qu'elle venait de faire une erreur. Une énorme erreur. Au début, tout se passa calmement. Marcus conduisait en silence, Dorothy ne disait pas un mot non plus. Catherine était assise à l'arrière, serrant son téléphone dans sa poche, et attendait. Ils traversèrent le centre-ville, puis les quartiers résidentiels. Catherine se tendit. Ce n'était pas l'itinéraire habituel. Où allons-nous ? demanda-t-elle. On fait un petit tour, répondit Marcus sans se retourner. Il faut parler sans oreilles indiscrètes. On peut parler en ville. Arrête la voiture. Non. En ville, il y a trop de bruit. Nous avons besoin de calme. Catherine tendit la main vers la poignée de la porte, mais elle ne céda pas. Sécurité enfant. Elle tira plus fort. Inutile. Ouvre la porte. Sa voix trembla. Reste tranquille. Dorothy se retourna depuis le siège avant. Personne ne va te faire de mal. On va juste parler. Je veux sortir, tout de suite. Vouloir ne suffit pas, la voiture quitta la route principale pour s'engager sur un chemin de campagne. Ici, il y avait encore plus de neige, les roues patinaient, la Honda avançait péniblement. La forêt se refermait de part et d'autre. Les arbres se dressaient comme des gardiens silencieux, couverts de blanc. Catherine regardait autour d'elle, cherchant quelque chose, une arme, un outil, n'importe quoi. Sur la banquette arrière, il n'y avait rien, à part une vieille couverture et une bouteille en plastique vide. Enfin, la voiture s'arrêta. Marcus coupa le moteur et se tourna vers sa femme. On est arrivé. Arrivé où ? C'est quoi, cet endroit ? Un endroit tranquille. Pour des conversations sérieuses. Il sortit de la voiture, en fit le tour et ouvrit la porte arrière. Descends. Catherine ne bougea pas. Je ne descends pas. Descends, répéta Marcus, la voix devenue dure. Je te le demande gentiment. Et si je ne descends pas ? Il lui saisit le bras et la tira violemment hors de la voiture. Catherine cria de douleur. La poigne était de fer. Lâche-moi, tu vas me casser le bras. Je ne te casserai rien si tu te tiens tranquille. Dorothy sortit à son tour de la voiture et se plaça à côté de son fils. Il regardait Catherine. 2 contre 1. Au milieu de la forêt enneigée, loin des gens et de toute aide. Alors, ma belle-fille, dit la belle-mère avec un sourire venimeux. On va parler ? Catherine se tenait dans la neige, sentant le froid pénétrer à travers sa veste légère. Le vent hurlait dans les cimes, les flocons fouettaient son visage. Ses pieds commençaient déjà à s'engourdir. Ses bottes étaient des bottes d'automne, pas prévues pour un tel froid. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle, s'efforçant de ne pas laisser trembler sa voix. « Ce qu'on veut ?» Marcus éclata de rire. « Rien de compliqué. De la justice. »« Quelle justice ? » Tu nous as embrouillés pendant 5 ans, intervint Dorothy. Tu faisais semblant d'être une bonne épouse, et pendant ce temps tu cachais l'appartement, tu nous prenais pour des idiots. Tu trouves ça juste ? Je n'ai trompé personne. L'appartement a toujours été à ma mère. Vous ne posiez pas de questions, je n'entrais pas dans les détails. Je ne l'ai pas raconté ? La belle-mère hurla. Tu aurais dû le faire. Nous avions le droit de savoir. Quel droit ? Ce n'est pas votre bien. C'est la propriété de ma famille. Ta famille, c'est Marcus, répliqua Dorothy en pointant son doigt vers son fils. Ton mari. Et toi, tu l'as trahi. Catherine secoua la tête. Trahi ? Pendant 5 ans, j'ai cuisiné, lavé, nettoyé, supporté vos reproches et vos insultes. Je n'ai rien dit quand vous vous êtes installé dans l'appartement de ma mère, et que vous avez pris la meilleure chambre. C'est ça, une trahison. Ne déforme pas tout. Marcus s'avança vers elle. On parle de l'appartement. Il doit être partagé en 2, selon la loi. Marcus, combien de fois faut-il te l'expliquer ? Cet appartement n'est pas un bien acquis en commun. Il a été acheté avant le mariage par mes parents et est enregistré au nom de ma mère. En cas de divorce, il ne se partage pas. C'est la loi. Si ça ne te plaît pas, va au tribunal. Au tribunal ? Il montra les dents dans un rictus. Tu crois que je vais attaquer en justice la fille d'un procureur ? On m'écraserait là-bas sans même s'en rendre compte. Ce sont tes problèmes. Non, Catherine, ce sont nos problèmes, dit-il en s'approchant tout près, la dominant. Et on va les régler maintenant.
Une bonne fois pour toutes. Catherine recula d'un pas, mais derrière elle, il n'y avait que la forêt. Qu'est-ce que tu comptes faire? Rien de spécial. Juste parler. Marcus lui saisit les épaules. Tu vas mettre l'appartement à mon nom. Volontairement. Quoi? Je ne peux pas faire ça. L'appartement n'est pas à moi. Alors tu convaincras ta petite maman. Tu l'appelleras et tu lui diras que tu veux faire un cadeau à ton mari. Elle ne te refusera rien, n'est-ce pas? Tu es fou. Peut-être. Marcus la secoua si violemment que ses dents s'entrechoquèrent. Mais tu n'as pas le choix, tu as compris? Soit tu fais ce que je dis, soit. Soit quoi? Il ne répondit pas. Il la frappa simplement. De toutes ses forces, au visage. Catherine gémit et tomba dans la neige. Sa tête bourdonnait, des cercles dansaient devant ses yeux. Marcus, fais attention, cria Dorothy. Ne la bousille pas trop tôt. Ne me dis pas comment faire, maman, je sais ce que je fais. Il attrapa Catherine par les cheveux et la tira brusquement sur ses pieds. Elle gémit de douleur. Alors, tu as changé d'avis, demanda-t-il presque doucement. Où on continue? Va te faire foutre. Le coup partit dans le ventre. Catherine se plia en deux, cherchant l'air. Marcus la lâcha et elle retomba dans la neige. Mauvaise réponse, dit-il. Essayons encore. Tu appelles ta mère et tu lui dis que tu veux transférer l'appartement. Oui ou non? Catherine était étendue dans la neige, sentant la douleur se répandre dans tout son corps. Sa lèvre était fendue, un goût salé de sang emplissait sa bouche, son ventre brûlait comme du feu. Non, râla-t-elle. Jamais. Marcus soupira. Comme tu voudras. Il lui donna un coup de pied dans le flanc. Puis encore un. Et encore. Dorothy se tenait à côté et regardait, sans intervenir. Parfois, elle conseillait seulement, pas à la tête, il restera des traces. Catherine tentait de se protéger avec ses bras, de se recroqueviller, mais les coups pleuvaient de toutes parts. La douleur était telle qu'elle ne pouvait même plus crier, seulement râler et gémir. À un moment, tout s'arrêta. Marcus recula, haletant. Dernière chance, dit-il. Tu acceptes? Catherine gisait dans la neige, fixant le ciel gris. Tout son corps n'était plus qu'une douleur unique. Elle ne sentait plus ni ses bras ni ses jambes, seulement le froid et la douleur. La douleur et le froid. Non, murmura-t-elle à peine audible. Idiote bornée. Dorothy s'approcha et lui cracha au visage. Tu vas crever ici, et personne ne te trouvera. Tu as compris? Personne. Allons-y, maman, dit Marcus en prenant sa mère par la main. Avec elle, c'est inutile. Qu'elle reste ici à réfléchir. Peut-être qu'au matin elle changera d'avis. Et si elle ne change pas d'avis? Alors. Il haussa les épaules. Alors ce sera son problème. Ils repartirent vers la voiture. Catherine entendit les portières claquer, le moteur démarrer. Puis le bruit de la voiture s'éloigna, de plus en plus faible, jusqu'à se dissoudre dans le hurlement du vent. Elle resta seule. Dans la forêt. Dans la neige. Par -20 degrés Celsius. Les premières minutes, Catherine resta simplement allongée, incapable de bouger. La douleur était partout. Dans les côtes, le ventre, la tête. Chaque respiration se transformait en une vive brûlure dans la poitrine. Quelque chose était probablement cassé. Puis la peur arriva. Une peur véritable, animale, la peur de mourir. Elle allait mourir ici. Gelée à mort au milieu de la forêt, et personne ne la trouverait. Au printemps, quand la neige fondrait, des cueilleurs de champignons tomberaient sur son corps. Non. 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 Elle n'abandonnerait pas. Elle était la fille d'un procureur. Pas une victime sans défense. Catherine tenta de se lever. La première tentative échoua. Ses bras cédèrent, et elle retomba face contre la neige. Une deuxième tentative. Une troisième. À la quatrième, elle réussit à se mettre à genoux. Elle regarda autour d'elle. La forêt était partout. Infinie, blanche, silencieuse. Au loin, elle distingua une trouée, sans doute la route par laquelle ils étaient arrivés. Il fallait aller là-bas. Atteindre la route. Trouver des gens. Catherine tenta de se mettre debout, mais sa jambe droite refusa d'obéir. Une douleur aiguë transperça sa cheville. Entorse? Fracture? Peu importe. Il fallait avancer. Elle boitait vers la clairière, s'appuyant aux arbres.
Chaque pas était une épreuve, la douleur était insupportable. Mais elle avançait. Parce que s'arrêter, c'était mourir. Combien de temps s'écoula? 1 heure? 2? Catherine n'en avait aucune idée. Le ciel au-dessus d'elle s'assombrissait. Le soir approchait. Le froid devenait plus mordant. Ses doigts dans les gants étaient depuis longtemps engourdis, son visage s'était figé comme un masque de glace. Enfin, elle atteignit la route. Un étroit chemin de terre, enseveli sous la neige, sans trace de voiture ni de pas. Où aller? À droite ou à gauche? Catherine ne se souvenait plus du côté par lequel ils étaient venus. Elle choisit au hasard. À droite. Et continua à avancer. Emboîtant, trébuchant, tombant et se relevant encore. Le froid s'insinuait toujours plus profondément, sa conscience commençait à vaciller. Des images apparaissaient devant ses yeux, ses parents, son enfance, Marcus avec un bouquet de fleurs lors de leur premier rendez-vous. « Ne t'arrête pas », se répétait-elle. « Ne t'arrête pas, ou tu mourras. » Elle ne savait pas combien de temps elle marcha encore. Peut-être 1 kilomètre. Peut-être 2. À un moment, une lumière apparut devant elle. Faible, jaunâtre. Un lampadaire, une fenêtre. Catherine accéléra autant qu'elle le pouvait. La lumière se rapprochait. C'était une maison. Une petite maison en bois à la lisière de la forêt. Une cabane de garde? Une maison de chasse? Peu importe. Il y avait des gens. Il y avait de la chaleur. Elle arriva jusqu'à la porte et frappa. Enfin, tenta de frapper. Elle n'eut la force que de gratter faiblement le bois. Puis ses jambes cédèrent, et Catherine s'effondra sur le perron. La dernière chose qu'elle vit fut la porte qui s'ouvrait et quelqu'un qui se penchait sur elle. « Mon Dieu, mademoiselle, vous êtes vivante ?» Puis tout s'éteignit. Catherine reprit connaissance dans la chaleur. Elle était allongée sur quelque chose de mou, recouverte de plusieurs couvertures. À côté, un poêle crépitait, l'air sentait le bois et quelque chose de comestible. Elle s'est réveillée, lança une voix d'homme. « Dieu merci !» Elle tourna la tête, le mouvement lui arracha une douleur dans tout le corps, et vit un homme âgé, en bottes et en veste chaude. Un visage bon, buriné par le vent, avec une épaisse barbe grise. « Où suis-je » Sa voix était rauque, à peine audible. « Chez moi. Je suis garde forestier, je m'appelle Klaus. Tu t'es effondrée sur mon perron, à moitié morte. » Il secoua la tête. « Qui t'a fait ça ? Tu es couverte d'échymose, ta jambe est enflée. Je ne comprends même pas comment tu as pu arriver jusqu'ici. » Catherine tenta de se redresser, mais l'homme l'arrêta. « Reste allongé. J'ai appelé les secours, ils arrivent. Tu as probablement des côtes cassées et des engelures. »« Quelle heure est-il » demanda-t-elle. 8 heures du soir. Klaus lui tendit une tasse contenant quelque chose de chaud. « Tiens, bois. Du thé au miel, ça te réchauffera. » Catherine prit une gorgée. Le liquide brûla sa gorge, mais elle se sentit un peu mieux. Ses pensées commencèrent à s'éclaircir. « Il faut que j'appelle, » dit-elle. « Mon père. D'urgence. Tu as ton téléphone ? » On me l'a pris. Elle se rappela comment Dorothy le lui avait arraché. « Vous en avez un ? » Oui. Un vieux, mais il marche. Klaus sortit un téléphone à touche de sa poche. « Tiens, appelle. » Catherine composa le numéro de son père. Une sonnerie, une deuxième, une troisième. « Allô ?» La voix de Robert était tendue. « Qui est à l'appareil ? » « Papa. » Elle ne put retenir ses larmes. « Papa, c'est moi. »« Catherine ? » ?»« Mon Dieu, où es-tu ? On te cherche depuis ce matin. Ta mère est hors d'elle. »« Papa, il. » Sa voix se brisa. « Marcus et sa mère. Ils m'ont. »« Quoi ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Catherine raconta, brièvement, confusément, entre deux sanglots, la discussion dans la cuisine, la voiture, la forêt, les coups, et comment on l'avait laissé mourir dans la neige. Un silence s'abattit à l'autre bout du fil. Puis Robert parla, et sa voix était telle que Catherine ne l'avait jamais entendue, froide, terrible. « Où es-tu maintenant ? » Chez un garde forestier. Il s'appelle Klaus. Il a appelé les secours. Passe-lui le téléphone. Catherine tendit l'appareil. Klaus écouta, hocha la tête, donna l'adresse. D'accord, d'accord. J'attends. Oui, vivante. Très amochée, mais vivante. Il rendit le téléphone à Catherine.
Ton père a dit qu'il venait lui-même et qu'il appelait la police. Klaus la regarda avec compassion. Qui t'a fait ça, ma petite? Des bêtes sauvages. Mon mari, répondit Catherine amèrement. Mon ex-mari. Klaus secoua la tête sans rien dire, ajouta du bois dans le poêle et couvrit Catherine d'une couverture supplémentaire. L'ambulance arriva 40 minutes plus tard. La secouriste, une jeune femme aux yeux fatigués, examina Catherine et siffla doucement. C'est incroyable, siffla la secouriste. Au moins 3 côtes fracturées, une commotion cérébrale, des engelures du 2e degré aux doigts des mains et des pieds, de multiples hématomes. Vous avez eu de la chance de rester en vie. Je sais, répondit Catherine. Qui a fait ça? Mon mari. Le visage de la secouriste s'assombrit. Un salaud, excusez-moi l'expression. Elle sortit une seringue. Je vais vous faire un antidouleur et on part à l'hôpital. Il faut faire des radios et traiter les blessures. Catherine acquiesça. Après l'injection, la douleur recula légèrement et ses pensées devinrent plus claires. Elle pensait à Marcus et à Dorothy. Où était-il maintenant? Que faisait-il? Il devait sûrement fêter ça. Penser qu'il s'était débarrassé d'elle, qu'elle avait gelé à mort dans la forêt, et que personne ne saurait jamais la vérité. Comme il se trompait. À l'hôpital, Catherine arriva vers 9 heures du soir. On l'emmena immédiatement passer des radios, puis au bloc opératoire. Un éclat de côte menaçait de perforer un poumon, une intervention urgente était nécessaire. L'opération dura 2 heures. Quand Catherine se réveilla de l'anesthésie, ses parents étaient assis près de son lit. Sa mère pleurait, son père lui tenait la main, le visage gris, vieilli d'une dizaine d'années. Ma chérie. Linda se pencha vers elle. Comment tu te sens? Vivante, murmura Catherine. Mais j'ai très mal. Les médecins disent que tu es forte, que tu t'en sortiras. Sa mère lui caressa les cheveux. On a eu si peur. Quand tu ne répondais pas au téléphone, j'ai failli devenir folle. Ils m'ont pris le téléphone. Catherine s'interrompit, se rappelant. On sait. La voix de son père était calme, mais chaque mot tombait comme une pierre. Tu me l'as raconté, j'ai tout noté. Papa. Ne t'inquiète pas, ma fille. Robert serra sa main. Ils répondront de tout. Je te le promets. Dans ses yeux, Catherine vit quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. Pas seulement de la colère. Une détermination froide, méthodique, celle d'un homme qui sait exactement ce qu'il va faire. Et qui le fera. Où sont-ils? Demanda-t-elle. Marcus et sa mère. On ne sait pas encore. Mais on les trouvera. Les recherches sont déjà lancées. Ils pensent que je suis morte. Tant mieux. Son père esquissa un sourire sombre. Qu'il le croit. Plus pour longtemps. Pendant ce temps-là, à 50 km de l'hôpital, Marcus Crawford et Dorothy étaient assis dans un bar de bord de route, en train de boire du whisky. Alors, maman? Marcus leva son verre. À la liberté. À la liberté. Dorothy trinqua avec lui. Ils burent, grignotèrent un cornichon salé. Leur humeur était légère, presque festive. Tu crois qu'elle? Eh bien. Marcus ne termina pas sa phrase. Par ce froid. Dorothy fit un geste de la main. 2 heures, maximum, et c'est fini. Elle gèlera. Et si on la trouve? Qui la trouverait? C'est le trou du diable. La maison la plus proche est à 15 km. Le temps qu'on s'inquiète, qu'on commence à chercher. Elle ricana. Au printemps, peut-être, quand la neige fondra. Marcus hocha la tête, mais quelque chose le troublait. Et si elle survit? Elle ne survivra pas. Je te dis qu'elle ne survivra pas. Dorothy tapa la main de son fils. N'y pense pas, pense à l'avenir. Maintenant, on est libre. On te trouvera une femme normale, sans complications. Bon, on n'aura pas l'appartement, mais au moins on s'est débarrassé de cette idiote. Ouais. Marcus se resservit. Borné, la salope. Je pensais qu'elle aurait peur, qu'elle ferait ce que je dirais. Et elle? Toujours non. C'est de famille. La belle-mère grimaça avec mépris. Fille de procureur, tu parles. Elle se croyait la plus maligne. Maintenant, de toute façon, ça n'a plus d'importance. Plus d'importance, confirma Marcus. Allez, encore un verre. Ils burent jusqu'à la fermeture du bar. Puis ils montèrent en voiture et rentrèrent chez eux, dans cet appartement qu'ils n'avaient jamais réussi à obtenir.
Il était environ 4 heures du matin quand la vieille Honda se gara devant l'immeuble. Marcus et Dorothy sortirent de la voiture, chancelant à cause de l'alcool. La rue était calme, déserte, seul le crissement de la neige sous leurs pas rompait le silence. À la maison, bâilla Dorothy. Je meurs de sommeil. Ouais. Ils montèrent au 3e étage. Marcus sortit ses clés, les inséra dans la serrure. Et se figea. La porte de l'appartement était scellée. Un ruban jaune, un papier officiel avec un blason et un sceau. C'est quoi ce? Il n'eut pas le temps de finir. Des pas résonnèrent derrière eux. Marcus se retourna et vit 4 personnes en uniforme. La police. Marcus Crawford, demanda l'un d'eux, un homme d'âge mûr avec des galons de capitaine. Oui. Que se passe-t-il? Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Le capitaine sortit des menottes. Main sur la tête. Quelle tentative de meurtre? Vous êtes fou? Marcus recula. Je n'ai rien fait. On verra ça. Le capitaine fit signe à ses hommes. Emmenez-les tous les deux. Marcus fut maîtrisé en quelques secondes. Dorothy tenta de se débattre, cria quelque chose à propos d'abus de pouvoir et d'injustice, mais elle fut rapidement neutralisée elle aussi. Vous n'avez pas le droit, hurlait Marcus tandis qu'on le traînait dans l'escalier. Je n'ai rien fait. C'est une erreur. Une erreur? Le capitaine ricana. Votre femme est vivante, Crawford. Elle est à l'hôpital et a déjà témoigné. Il n'y a donc aucune erreur. Marcus pâlit. Comment? Vivante? Vivante. Enfin. Relativement. Après ce que vous lui avez fait. Le capitaine ouvrit la porte du fourgon de police. Monte. On discutera au commissariat. On les emmena à travers la ville nocturne. Marcus, menotté, fixait un point devant lui. À côté, Dorothy sanglotait doucement. Comment a-t-elle survécu, murmura-t-il. Comment a-t-elle pu survivre? Il savait que Catherine était la fille d'un procureur. Enfin, il le savait, mais n'y avait pas prêté attention. Il s'était dit, un père au placé, et alors? Qu'est-ce que ça change? Il s'avéra que ça changeait beaucoup. Robert Harrison n'attendit pas le matin. Dès l'appel de sa fille, il alerta tous ceux qu'il pouvait. Collègue du parquet, contact à la police, au service d'enquête. La voiture de Crawford fut signalée dans tout le district. Une patrouille fut envoyée à l'appartement pour le sceller et attendre. Quand Marcus et sa mère rentrèrent, on les attendait déjà. Vous savez qui est son père? Demanda le capitaine en regardant Marcus dans le rétroviseur. Je sais. La voix de Marcus était sourde, brisée. Et vous avez quand même fait ça? Je n'ai pas réfléchi. Je ne pensais pas qu'elle survivrait. Justement. Le capitaine secoua la tête. Vous n'avez pas réfléchi. Et il aurait fallu. La voiture tourna vers le commissariat. Marcus regardait les lampadaires défiler et comprenait que sa vie était finie. La vie qu'il connaissait. À côté de lui, sa mère pleurait en silence. Apprendre que l'appartement ne se partageait pas en cas de divorce, son mari et sa belle-mère l'avaient emmené dans la forêt, jeté hors de la voiture par grand froid et battu. Ensuite, ils étaient allés dans un bar fêter leur liberté et, en rentrant chez eux le matin, étaient restés figés par ce qu'ils avaient vu. Catherine n'apprit l'arrestation que le lendemain. Son père entra dans la chambre avec un bouquet de fleurs et des nouvelles. Ils ont arrêté les deux, dit-il en s'asseyant près du lit. Cette nuit, devant l'appartement. Ils sont en détention, ils témoignent. Qu'est-ce qu'ils risquent? Demanda Catherine. Beaucoup de choses. Enlèvement, coups et blessures graves, tentative de meurtre. Son père comptait sur ses doigts. Compte tenu des circonstances, abandon en danger avec circonstances aggravantes. Ils ont choisi un endroit isolé, volontairement, par grand froid. Cela est qualifié d'intention homicide. Et combien de temps? Je ne peux pas dire exactement, le tribunal décidera. Mais je pense qu'au moins 10 ans. Chacun. Catherine s'enfonça dans l'oreiller. 10 ans. Marcus serait en prison 10 ans. Dorothy aussi. Étrangement, elle ne ressentait aucune satisfaction. Seulement du vide et une immense fatigue. Papa, dit-elle doucement. Merci. Pourquoi? Parce que toi et maman aviez raison. Depuis le début. Robert prit la main de sa fille. Nous ne voulions pas avoir raison, ma chérie. Nous voulions que tu sois heureuse. Je sais. Ils restèrent silencieux un moment. Dehors, le soleil d'hiver brillait,
de la neige reposait sur le rebord de la fenêtre. Et maintenant, demanda Catherine. Maintenant, guérir. Ensuite, le procès. Et puis. Son père haussa les épaules. Puis vivre. Tu as tout l'avenir devant toi. Tu es forte. Tu t'en sortiras. Catherine hocha la tête. Oui, elle s'en sortirait. Elle était la fille d'un procureur. Elle n'était pas de celles qui abandonnent. Mais d'abord, il lui restait encore beaucoup à traverser. L'enquête, les interrogatoires, le procès. Les regards de Marcus depuis le box des accusés. Les cris de Dorothy dénonçant l'injustice. Tout cela l'attendait. La chambre d'hôpital devint la maison de Catherine pendant 3 semaines. 3 semaines de perfusion, d'injection, de pansement. 3 semaines de douleur, qui reculaient peu à peu pour laisser place à une fatigue sourde. Les médecins disaient qu'elle avait eu de la chance. L'éclat de côte s'était arrêté à quelques millimètres du poumon. Un peu plus, et tout aurait pu se terminer autrement. Sa mère venait tous les jours. Elle apportait des plats faits maison, des fruits frais, des livres. Elle s'asseyait à côté, lui tenait la main, racontait des nouvelles insignifiantes, les voisins, la météo, le chat qui était apparu dans leur immeuble. Catherine comprenait que sa mère essayait de la distraire de ses pensées sombres, et lui en était reconnaissante. Son père venait moins souvent. Il était occupé. L'affaire contre Marcus et Dorothy prenait de l'ampleur et Robert, bien qu'il ne participe pas officiellement à l'enquête en raison d'un conflit d'intérêts, gardait le doigt sur le pouls. On est tombé sur un bon enquêteur, racontait-il lors d'une de ses visites. Jeune, mais compétent. Il creuse profondément. Qu'est-ce qu'ils disent, demanda Catherine. Marcus et sa mère? Au début, ils ont tout nié. Ils disaient que tu étais partie toute seule, que tu t'étais perdue dans la forêt. Son père esquissa un sourire froid. Mais quand on leur a présenté les résultats de l'expertise, ils se sont tus. Quelle expertise? Tes blessures, ma fille. 3 côtes cassées, une fissure à la cheville, une commotion cérébrale, de multiples hématomes. On ne se perd pas comme ça tout seul. C'est un passage à tabac intentionnel. L'expert a tout décrit, quel coup, dans quel ordre, avec quelle force. Robert marqua une pause. À cela s'ajoute le témoignage du garde forestier. Les enregistrements des caméras de la station-service où ils se sont arrêtés en chemin. Et les témoins du bar, qui les ont vus faire la fête. Faire la fête? Catherine eut un sourire amer. Il fêtait ma mort. Oui, et cela aussi figure au dossier. Circonstances aggravantes, cruauté particulière et cynisme. Catherine se tourna vers la fenêtre. Derrière la vitre, la neige tombait, douce, légère, sans rien avoir à voir avec celle dans laquelle elle avait failli mourir. Papa, dit-elle à voix basse, je ne veux plus jamais les voir. Il le faudra, ma fille. Au procès. Tu es le principal témoin de l'accusation. Je sais. Mais après le procès, jamais. Robert acquiesça. Après le procès, ils iront en prison pour longtemps. Tu n'auras tout simplement plus l'occasion de les voir. Le 10e jour, un enquêteur vint à l'hôpital, le jeune et compétent dont son père avait parlé. Il s'appelait Stéphane Muller, il n'avait pas plus de 30 ans. Mince, portant des lunettes, avec des yeux gris attentifs. Catherine, dit-il en s'asseyant près de son lit, comment vous sentez-vous? Mieux, merci. Je comprends que ce soit difficile, mais j'ai besoin de vous poser quelques questions. Pour le procès-verbal. Êtes-vous prête? Catherine hocha la tête. Pendant les 2 heures suivantes, elle raconta tout. Depuis le début. Comment elle avait rencontré Marcus, comment elle s'était mariée, comment leur relation avait peu à peu changé. La belle-mère, son emménagement, le carnet avec le plan pour s'approprier l'appartement, ce dernier jour, la discussion dans la cuisine, la voiture, la forêt. Stéphane écrivait, posait parfois des questions de précision. Son visage restait impassible, mais Catherine voyait quelque chose dans ses yeux. Pas de la pitié, plutôt de la compréhension. Le carnet de votre belle-mère, dit-il quand Catherine eut terminé. Vous dites l'avoir photographié? Oui, mais on m'a pris mon téléphone. Dorothy. Nous avons retrouvé votre téléphone. Dans son sac. L'enquêteur sortit un sachet plastique avec le téléphone à l'intérieur. Les photos sont conservées. C'est une preuve très importante. Vraiment? Vraiment. Ce carnet est la preuve d'une entente préalable. Tout était planifié à l'avance. Ce n'était pas une simple dispute suivie d'un accès de colère, mais un plan réfléchi. Cela change la qualification des faits.
Catherine ressentit un étrange soulagement. Elle n'avait pas pris ce risque pour rien, elle n'avait pas photographié ses pages en vain. Sa prudence, la leçon de sa mère, avait encore une fois porté ses fruits. Quelle peine risque-t-on réellement, demanda-t-elle. En résumé, lourde, répondit Stéphane en rangeant le téléphone. Enlèvement, jusqu'à 15 ans. Coups et blessures volontaires ayant entraîné des lésions graves, jusqu'à 8 ans. Tentative de meurtre, jusqu'à 15 ans. Plus les circonstances aggravantes, commission en réunion avec entente préalable, cruauté particulière, à l'encontre d'une personne manifestement sans défense. Je n'étais pas sans défense, objecta Catherine. Au moment des faits, vous l'étiez. Seul contre deux, dans un endroit désert, sans moyen de communication. Cela est juridiquement qualifié d'état de vulnérabilité. Il se tut un instant. Catherine, je vais être franc avec vous. L'affaire est très médiatisée. Votre père est une personnalité connue dans le district. Les médias sont déjà au courant, ils vont bientôt publier. Vous devrez être forte. Je le serai. Je n'en doute pas, il se leva, rangea ses papiers dans un dossier. Si vous vous souvenez de quelque chose d'autre, appelez-moi à tout moment. Il posa une carte de visite sur la table de nuit. Et encore une chose. Tenez bon. Vous avez été remarquable. Catherine le suivit du regard. Étrangement, les mots d'un inconnu l'avaient apaisé. Comme si, pour la première fois, quelqu'un avait reconnu qu'elle n'était pas une victime, mais une combattante. Catherine sortit de l'hôpital au début du mois de février. 3 semaines d'hospitalisation, puis encore un mois de convalescence à la maison. Les côtes se ressoudaient lentement, la jambe dans le plâtre compliquait les déplacements, les maux de tête dus à la commotion revenaient par vagues. Mais Catherine ne se plaignait pas. Elle était en vie, et c'était l'essentiel. Ses parents insistèrent pour qu'elle s'installe chez eux. Revenir dans cet appartement était impossible, et elle n'en avait aucune envie. Trop de mauvais souvenirs. Sa mère avait déjà commencé à chercher un acheteur. On le vendra et on t'en achètera un autre, dans un nouveau quartier. Tu recommenceras à zéro. Le divorce fut prononcé rapidement, 1 mois après sa sortie de l'hôpital. Marcus signa tous les documents en prison, sans objection. Il devait comprendre que contester était inutile. Catherine n'assista pas à la procédure. Sa demande et la signature de l'avocat suffisaient. Quand on l'appela du tribunal pour lui annoncer que le mariage était dissous, elle ne ressentit rien. Du vide. 5 ans de sa vie s'étaient achevés par un simple appel téléphonique et un tampon sur un document. Étrange comme tout peut se terminer vite. En mars commencèrent les audiences pénales. Comme l'enquêteur l'avait prévenu, les médias montèrent l'affaire en épingle. La fille d'un procureur survivant miraculeusement à une agression de son mari. Une belle-mère monstrueuse. Un plan pour s'emparer d'un appartement. Abandonné à mourir dans la forêt. Les détails d'une affaire choquante. Les journalistes assiégeaient Catherine. Elle ne donnait aucun commentaire. Une seule fois, en sortant du tribunal, elle lança devant les caméras « Je ne suis pas une victime. Je suis une survivante. » Ce n'est pas la même chose. La phrase se répandit sur Internet. Catherine devint un symbole. Une femme qui ne s'était pas brisée, qui n'avait pas cédé, qui avait tenu bon. Des inconnus de tout le pays lui écrivaient, la remerciaient pour son courage, racontaient leurs propres histoires, demandaient conseil. Elle ne répondait pas à tous, elle manquait de force, mais chaque message lui rappelait qu'elle n'était pas seule. Le procès dura près de 4 mois. Audience après audience, témoignage après témoignage. Catherine comparut 3 fois, d'abord comme victime, puis pour répondre aux questions de la défense, puis pour donner des précisions supplémentaires. Voir Marcus et Dorothy derrière les barreaux était étrange. Ils étaient assis sur le banc des accusés, pâles, amaigris, vêtus de la même tenue grise. Marcus avait perdu du poids, de cernes sombres cernaient ses yeux. Dorothy avait l'air encore plus mal en point, voûtée, les mains tremblantes, comme si elle avait pris 20 ans de plus. Lorsque Catherine témoignait, Marcus la regardait sans détourner les yeux. Il y avait dans son regard quelque chose d'incompréhensible. Ni haine, ni repentir, plutôt de la stupeur. Comme s'il ne comprenait toujours pas comment son épouse, la douce et docile Catherine, s'était révélée plus forte que lui. Dorothy, au contraire, la transperçait d'un regard haineux. Une fois, elle tenta même de crier quelque chose, mais un garde l'interrompit aussitôt. L'avocat de la défense, un homme un peu chauve à la voix onctueuse, essaya de déstabiliser Catherine, de la prendre en défaut. Vous affirmez qu'on vous a forcé à monter dans la voiture, mais il n'y a pas de témoin. Peut-être avez-vous accepté de partir volontairement? On m'a menacé de problèmes pour mon père. Menacé?
Avec quel mot exactement? Tu ne veux quand même pas que ton père ait des problèmes. Procureur, poste en vue, tout peut arriver. Et vous avez interprété cela comme une menace. Comment fallait-il l'interpréter autrement? L'avocat changea d'angle. Vous dites avoir été battu. Pourquoi ne vous êtes-vous pas défendu? Je me suis défendu, j'ai essayé de me protéger avec mes bras, mais ils étaient deux et j'étais seul. Vous auriez pu crier, appeler à l'aide. Nous étions dans la forêt, à 15 kilomètres de la première habitation. Qui aurais-je pu appeler? L'avocat hésita. La juge, une femme âgée au visage fatigué, tapa impatiemment avec son marteau. La défense a-t-elle encore des questions pertinentes? Non, Madame la Présidente. Dans ce cas, nous passons au témoin suivant. Il y eut de nombreux témoins. Le garde forestier Klaus, celui-là même qui avait trouvé Catherine sur son perron. La secouriste. Les médecins de l'hôpital. L'expert médico-légal, qui détailla la nature des blessures. Le barman de l'établissement où Marcus et sa mère avaient fait la fête. Le témoignage du barman eut un impact particulier. Ils sont arrivés vers 10 heures du soir, racontait-il, un jeune homme mince d'environ 25 ans. Ils ont commandé du whisky, des amuse-bouches, et sont restés jusqu'à la fermeture. Comment se comportait-il? Demanda le procureur. Joyeusement. Il riait, trinquait. L'homme, celui-là, il désigna Marcus, a dit quelque chose comme « à la liberté ». Et la femme a répondu, enfin débarrassé. Débarrassé de quoi? Je ne sais pas. Je n'écoutais pas vraiment. Mais il célébrait clairement quelque chose. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Marcus baissa la tête. Dorothy resta immobile, agrippée au barreau. Le procureur poursuivit, ont-ils dit autre chose? La femme a dit. Le barman hésita. Elle a dit qu'avec un tel froid, 2 heures suffiraient. J'ai trouvé la phrase étrange sur le moment. Puis j'ai vu les informations et j'ai compris. La salle s'agita. La juge frappa du marteau. Silence dans la salle. Catherine resta immobile, sentant quelque chose se contracter en elle. 2 heures suffiraient. Sa belle-mère disait cela avec un calme glaçant, comme s'il s'agissait de la météo, du temps qu'il faudrait à sa belle-fille pour mourir de froid. Elle se tourna et regarda Dorothy. Celle-ci avait le visage figé, mais ses mains tremblaient. Tu pensais que je mourrais, pensa Catherine. Tu en étais sûre. Et moi, j'ai survécu. Maintenant, c'est toi qui iras en prison, et moi, je vivrai. Ce n'était pas une vengeance. C'était la justice. En mai, le procureur prononça son réquisitoire. Catherine écoutait, assise au premier rang, avec l'impression qu'il parlait de quelqu'un d'autre, d'une autre femme, trahie par son mari, que l'on avait voulu tuer. Les accusés ont agi avec une cruauté et un cynisme particuliers, déclarait le procureur. Ils ont prémédité le crime, ce qui est confirmé par les notes du journal de Madame Crawford. Ils ont choisi un lieu isolé et un moment précis, une nuit d'hiver, par une température de -20 degrés Celsius. Ils ont infligé à la victime de multiples blessures et l'ont laissé mourir, convaincus qu'aucune aide n'arriverait. Il marqua une pause, balayant la salle du regard. Après les faits, les accusés n'ont montré aucun repentir. Bien au contraire, ils se sont rendus dans un bar et y ont passé plusieurs heures à célébrer, selon leurs propres termes, leur liberté. Ils riaient et buvaient pendant que leur victime agonisait dans la neige. Dorothy tressaillit, comme si elle voulait protester, mais un garde posa la main sur son épaule. Ce n'est que par miracle que la victime a survécu, poursuivit le procureur. Elle a parcouru plusieurs kilomètres dans une forêt enneigée, avec des côtes fracturées et une jambe blessée. Elle a trouvé la force d'atteindre une habitation et d'appeler à l'aide. Cela témoigne d'un courage et d'une volonté de vivre exceptionnelle. Catherine sentit la main de sa mère se resserrer autour de la sienne. Elle ne pleurait pas. Les larmes s'étaient taries depuis longtemps. Elle écoutait simplement. Compte tenu de la gravité des faits commis, de la nature des blessures infligées à la victime, ainsi que de l'absence de repentir de la part des accusés, le ministère public requiert. Catherine retint son souffle. Crawford Marcus, 12 ans de privation de liberté à purger dans une colonie pénitentiaire de régime strict. Des exclamations parcoururent la salle. Marcus pâlit encore davantage. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Crawford Dorothy, 11 ans de privation de liberté à purger dans une colonie pénitentiaire de régime ordinaire. Dorothy bondit sur ses pieds. C'est injuste, cria-t-elle. Je suis une vieille femme. J'ai 63 ans. Je vais y mourir. Accusé, asseyez-vous. La juge frappa du marteau. Garde.
On força Dorothy à se rasseoir. Elle continuait à marmonner quelque chose, mais déjà plus bas. L'avocat de la défense prit la parole, évoqua des circonstances atténuantes, l'absence d'antécédents judiciaires, l'état de santé de Dorothy. Il demanda de tenir compte du fait que les accusés auraient agi sous l'emprise de l'affect, sans intention de tuer. Catherine écoutait et n'en croyait pas ses oreilles. Sous l'emprise de l'affect? Il l'avait conduite pendant une demi-heure dans la forêt, avait choisi l'endroit, tout planifié à l'avance, le journal en était la preuve. Quel affect? La juge écouta l'avocat sans laisser transparaître la moindre émotion, puis annonça une suspension jusqu'à l'audience suivante pour le prononcer du verdict. Le verdict fut rendu une semaine plus tard. La salle était comble. Journalistes, curieux, des gens avec des pancartes en soutien à Catherine. Elle était venue avec ses parents, s'assit au premier rang et attendit. Marcus et Dorothy furent amenés sous escorte. Ils avaient l'air encore pire qu'une semaine plus tôt. Des visages terreux, des regards éteints. Une semaine d'attente du verdict est une éternité en prison. La juge entra, tout le monde se leva. La lecture du jugement commença. Longue, monotone, saturée de termes juridiques. Catherine n'écoutait qu'à moitié, ne retenant que les phrases clés. Reconnaître coupable. Enlèvement commis par un groupe de personnes avec entente préalable. Coups et blessures volontaires ayant entraîné des lésions graves. Tentative de meurtre. Avec une cruauté particulière. Enfin, la juge aborda l'essentiel. Condamner Crawford Marcus à une peine de 11 ans de privation de liberté à purger dans une colonie pénitentiaire de régime strict. Marcus se couvrit le visage de ses mains. Ses épaules se mirent à trembler, de sanglots ou de rires nerveux, impossible à dire. Condamner Crawford Dorothy à une peine de 9 ans de privation de liberté à purger dans une colonie pénitentiaire de régime ordinaire. Dorothy s'affaissa sur le banc, comme vidée de toute énergie. Ses lèvres bougeaient sans émettre de son. Le jugement peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 10 jours. Catherine n'écoutait plus. Elle regardait les deux personnes derrière les barreaux, l'homme qu'elle avait autrefois épousé et la femme qui avait voulu la tuer. 11 ans et 9 ans. 20 ans à eux deux. Quand ils sortiraient, s'ils sortaient, le monde serait totalement différent. Et elle aussi serait différente. Sa mère l'enlaça, lui murmura quelque chose à l'oreille. Son père était assis à côté, une main posée sur son épaule. Autour, les flashs crépitaient, les journalistes criaient des questions. Catherine n'entendait rien. Elle pensait à la forêt enneigée, aux étoiles au-dessus de sa tête, au froid qui pénétrait jusqu'aux os, à la façon dont elle était allongée dans la neige en se disant qu'elle allait mourir. Elle n'était pas morte. Elle avait survécu. Et maintenant? Maintenant, elle allait continuer à vivre. Les condamnés furent emmenés. La salle se vida peu à peu. Catherine sortit sur le parvis du tribunal, plissant les yeux sous le soleil éclatant de mai. Après des mois d'hiver et de début de printemps, ce soleil semblait un miracle. Chaud, doux, prometteur. Une jeune journaliste s'approcha d'elle, toute jeune, un dictaphone à la main. « Catherine, quelques mots, s'il vous plaît ?» Catherine voulut refuser, comme d'habitude. Mais quelque chose l'en empêcha. Le soleil? Le soulagement après le verdict? Ou simplement la fatigue de se taire? D'accord, dit-elle, mais brièvement. Que ressentez-vous maintenant, après le verdict? Catherine réfléchit. Du soulagement, répondit-elle enfin. Et du vide. Et de l'espoir. Tout à la fois. Êtes-vous heureuse qu'ils aient reçu de telles peines? Heureuse n'est pas le mot. Je ne me réjouis pas du malheur des autres. Mais je suis soulagée que la justice ait triomphé. Que le système fonctionne. Qu'ils aient répondu de ce qu'ils ont fait. Que diriez-vous aux femmes qui se trouvent dans une situation similaire? Catherine regarda droit dans la caméra. Ne vous taisez pas. Ne supportez pas en silence. Ne pensez pas que tout va s'arranger tout seul. Si vous allez mal, si on vous fait du mal, si on vous menace, parlez. À vos parents, à vos amis, à la police, à qui que ce soit. Vous n'êtes pas seul. Et vous êtes plus forte que vous ne le croyez. La journaliste acquiesça et éteignit le dictaphone. Merci à vous. Et courage. Merci. Catherine descendit les marches où ses parents l'attendaient. Son père l'enlaça, fort, en silence, comme lui seul savait le faire. Sa mère essuyait ses larmes. Rentrons à la maison, dit Catherine. Je suis fatiguée. L'été passa comme dans un brouillard. Catherine se rétablissait peu à peu, physiquement et moralement. Les côtes se ressoudèrent, la jambe guérit, les maux de tête disparurent presque complètement. Les cicatrices demeuraient,
sur le corps et dans l'âme, mais elle apprenait à vivre avec. En juillet, elle retourna au travail. Ses collègues l'accueillirent chaleureusement, certains apportèrent des fleurs, d'autres lui serrèrent simplement la main. Personne ne posa de questions inutiles, tout le monde savait déjà par les médias. Le travail l'aidait à se distraire. Les chiffres, les rapports, les documents, tout cela était clair, prévisible, sûr. Catherine s'y plongeait entièrement et sentait peu à peu la vie normale revenir. En août, sa mère vendit l'ancien appartement. Un acheteur se présenta rapidement. Un jeune couple avec un enfant, à qui importait peu ce qui s'y était passé auparavant. Pour eux, ce n'était qu'un logement. Clair, spacieux, dans un bon quartier. Avec l'argent, on acheta un nouvel appartement pour Catherine. Un 2 pièces modeste mais chaleureux, dans un immeuble neuf à l'autre bout de la ville. Aucun souvenir. Aucun fantôme du passé. Une page blanche. Catherine emménagea en septembre. La première nuit dans le nouvel appartement, elle ne dormit pas. Elle resta assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Elle pensait à l'étrangeté de la vie. 1 an plus tôt, elle était mariée, vivait dans une autre maison, était une autre personne. Maintenant, tout avait changé. Elle aussi. Elle était devenue plus dure, plus prudente, plus méfiante, mais aussi plus forte. Elle n'était plus cette jeune femme naïve qui croyait aux belles paroles et fermait les yeux sur les signaux d'alerte. Elle avait appris à voir les gens à travers, comme son père. En octobre, l'enquêteur Stéphane Muller l'appela. « Catherine ? Bonjour. J'ai des nouvelles concernant votre affaire. » « Quelles nouvelles ? » Le verdict est pourtant définitif. Il l'est, mais les condamnés ont fait appel. L'audience a eu lieu aujourd'hui. Catherine sentit un frisson la parcourir. Et alors ? L'appel a été rejeté. Le jugement est confirmé. On percevait un sourire dans la voix de l'enquêteur. Vous pouvez dormir tranquille. Catherine expira. Merci de m'avoir prévenu. Je vous en prie. C'est mon travail. Il hésita. Catherine, puis-je dire quelque chose hors procès-verbal ? Bien sûr. Cela fait 8 ans que je mène des enquêtes. J'ai tout vu. Mais vous, vous êtes spéciale. Pas parce que vous êtes la fille d'un procureur, mais parce que vous ne vous êtes pas brisée. C'est rare. Et c'est inspirant. Catherine sentit sa gorge se serrer. Merci, Stéphane. Vraiment, merci. Je vous souhaite bonne chance. Il raccrocha. Catherine resta longtemps assise, le téléphone à la main, regardant la ville d'automne par la fenêtre. L'appel avait été rejeté. Le verdict était définitif. Marcus purgerait 11 ans. Dorothy, 9. C'était très, très long. Elle se leva, s'approcha du miroir et observa son reflet. Une femme de 29 ans, aux cheveux courts, elle avait coupé les longueurs qui avaient repoussé, par besoin de changement, aux yeux sérieux, avec une cicatrice à peine visible au-dessus du sourcil. Tu t'en es sorti, dit-elle à son reflet. Tu t'en es sorti. Le reflet lui sourit en retour. 1 an passa, puis un autre. Catherine vivait, travaillait, voyait ses amis, rendait visite à ses parents, commença une thérapie pour comprendre ce qui s'était passé, pour apprendre à faire confiance de nouveau. Ce n'était pas facile, mais elle faisait des efforts. Parfois, des cauchemars la réveillaient. La forêt enneigée, le froid, les étoiles au-dessus d'elle. Elle se réveillait en sueur, peinait à se rendormir. Mais avec le temps, les cauchemars se firent plus rares. La mémoire relâchait son emprise. Pour le 3e anniversaire de ce jour-là, le 20 janvier, Catherine se rendit dans la forêt. Cette même forêt où on l'avait laissée mourir. Elle trouva l'endroit, la clairière où la voiture s'était arrêtée, et resta longtemps là, à regarder les arbres. Il faisait froid, la neige tombait. Comme alors. Mais cette fois, elle portait une veste chaude, des bottes d'hiver, un thermos de thé chaud dans son sac. Et surtout, elle était là de son plein gré. Non pas en victime, mais en victorieuse. J'ai survécu, dit-elle à voix haute. L'écho se répercuta entre les arbres. J'ai survécu, et je vis. Elle sortit une bougie de sa poche, l'alluma et la posa dans la neige. La petite flamme vacilla dans le vent, mais ne s'éteignit pas. Ce n'est pas un mémorial, poursuivit Catherine. C'est un rappel. Pour moi. Que je suis plus forte que je ne le pensais. Et qu'il ne faut jamais abandonner. Elle resta encore un moment, regardant la petite flamme de la bougie. Puis elle se retourna et se dirigea vers la voiture. Derrière elle restait la forêt. Silencieuse, blanche, indifférente. Devant elle, la vie.
1 an plus tard, Catherine rencontra Thomas. Il travaillait dans le bureau voisin. Informaticien, discret, un peu timide. Ils se croisèrent dans l'ascenseur, échangèrent quelques mots, puis leur numéro de téléphone. Un premier rendez-vous, un deuxième, un troisième. Catherine ne se pressait pas. Elle se souvenait de la façon dont son précédent mariage s'était terminé et n'avait aucune intention de répéter les mêmes erreurs. Elle observait Thomas, l'étudiait, comment il réagissait au stress, comment il traitait les autres, comment il parlait de ses ex. Thomas passa l'épreuve. Il était calme, fiable, sans arrière-pensée. Il ne cherchait pas à paraître meilleur qu'il ne l'était. Il ne mentait pas et ne manipulait pas. Il était simplement lui-même. Et cela suffisait. 6 mois plus tard, ils emménagèrent ensemble. 1 an après, Thomas fit sa demande. Simplement, sans grand discours, autour d'un dîner à la maison. Catherine dit oui. Et cette fois, elle savait qu'elle ne se trompait pas. Le mariage fut modeste, réservé aux plus proches. Les parents de Catherine, ceux de Thomas, quelques amis. Pas de faste, pas de centaines d'invités. Juste 2 personnes qui avaient décidé d'être ensemble. Après la cérémonie, Robert prit sa fille à part. « Alors, ma fille, dit-il. Cette fois, le choix semble bon. Tu crois? J'en suis sûr. » Il l'enlaça. « Je suis heureux pour toi, Catherine. Tu mérites le bonheur. Merci, papa, pour tout. » Ils restèrent ainsi un moment, père et fille, dans les bras l'un de l'autre. Autour d'eux, les invités riaient et discutaient. Catherine pensait au long chemin qu'elle avait parcouru. De la jeune fille naïve qui croyait aux contes de fées à la femme adulte qui connaissait le prix du véritable bonheur. Elle pensait aussi à Marcus, quelque part là-bas, dans une colonie de régime strict, purgeant sa peine, et à Dorothy, dans une autre colonie, de l'autre côté du pays. Eux étaient enfermés, et elle vivait. Elle était heureuse. Elle construisait une nouvelle famille. C'était la meilleure des vengeances. Pas la haine, pas la jubilation malsaine. Juste la vie. Une vie pleine, réelle, heureuse. Épilogue. 6 ans s'étaient écoulés depuis ce jour de janvier. Catherine avait 35 ans. Elle avait un mari aimant, une fille de 2 ans prénommée Emma, un appartement spacieux dans un bon quartier, un travail intéressant. Tout ce dont elle avait autrefois rêvé. Marcus avait encore 5 ans à purger. Dorothy était morte en détention. Une crise cardiaque, la 7e année d'incarcération. Catherine la prit par les informations et ne ressentit rien. Ni joie, ni pitié. Le vide. Parfois, elle se demandait ce qui se serait passé si, 6 ans plus tôt, elle n'était pas parvenue jusqu'à la cabane du garde forestier. Si ses forces l'avaient abandonnée à mi-chemin. Si elle avait gelé là, dans la neige, sous les étoiles indifférentes. Mais ses pensées revenaient de plus en plus rarement, parce qu'elle y était arrivée, parce qu'elle avait survécu, parce qu'elle s'était révélée plus forte que tous ne l'avaient cru, et plus forte qu'elle-même ne le pensait. Ce matin-là, un simple samedi matin, Catherine se réveilla tôt. Thomas dormait encore, leur fille s'agitait dans son petit lit. Dehors, le soleil d'hiver brillait. Catherine se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda longtemps la ville enneigée. Elle pensait que la vie était une chose étrange. Elle frappe, elle brise, elle te jette dans la neige et s'en va, convaincue que tu ne te relèveras pas. Et toi, tu te relèves, tu avances, tu tombes et tu te relèves encore. Parce que tu n'es pas une victime. Tu es une survivante. Ce sont 2 choses différentes. Maman, appela Emma depuis sa chambre. Maman, viens. Catherine sourit et se dirigea vers sa fille. La vie continuait.